Comment ce mec peut générer 5 chiffres par mois? T'as des vidéos, elles font 53 vues. Il faut vendre à quelqu'un qui a de l'argent. Vendre aux riches, tu trouves une seule personne, un seul client, et en fait, tu le fais payer très cher. Comment est-ce que tu fais pour trouver ce client-là? Le plus simple, c'est en fait de... J'ai eu plusieurs appels avec différentes personnes. J'avais mis le pack un peu cher pour juste au cas où si la personne elle accepte, mais j'avais aucune attente sur ce truc-là. Et finalement, le mec il fait en fait le pack à 4 000 €, il a l'air bien. Je vais prendre celui-là. Tu peux mettre un Tony Robbins derrière un mec, un bras cassé, qui comprend rien, qui a un mindset éclaté. Tu vas absolument rien changer à sa vie. Je peux pas faire le boulot à ta place, gros. Je peux te donner toutes les instructions du monde. À un moment, tu dois porter tes couilles. J'aime pas donner des ordres et ça me génère beaucoup d'anxiété de devoir déléguer. Est-ce que je foutrais pas juste une IA à la place? On n'est pas obligé de créer un business avec des humains. Si on préfère les IA, on peut faire un business avec des automatisations. Combien t'as payé pour ton dernier coaching? 16 000 $ Ah! pour 4 heures de coaching. Je vais quand même me faire un petit peu l'avocat du diable, mais il y aura probablement des gens qui vont penser 16 000 balles, est-ce que dans le fond c'est pas une douille? Avant de démarrer, juste un mot sur Tiny Pages, la plateforme marketing tout en un que j'utilise pour faire tourner mon business. Si vous êtes formateur, thérapeute, coach et que vous en avez marre des outils techniques qui ralentissent votre travail, Tiny Pages va vous changer la vie. Site web, produits, espace membre, page de vente, email, tous les outils essentiels dont vous avez besoin pour votre activité sont dans un espace minimaliste conçu pour respecter votre clarté mentale. Vous expliquez votre idée à l'IA et configure votre produit, génère la page de vente, rédige les emails et vous aide même à clarifier votre offre. Avant, ça pouvait prendre 3 semaines de lancer un produit. Avec Tiny Pages, ça vous prend 3 minutes. Donc, si vous voulez gagner plus en travaillant moins ou juste vous libérer l'esprit de la complexité technique, Tiny Pages est la solution. Essayez-le gratuitement aujourd'hui. Le lien est dans la description. Tony, bienvenue dans le podcast Business Minimaliste. Je suis très content de te recevoir. On va discuter de plein de sujets passionnants, de ton business model, de coaching high ticket. On va parler de recrutement, de monter une équipe. On va parler de productivité, peut-être même de vivre en Thaïlande. Tony, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter rapidement pour l'audience? Je m'appelle Tony Rouget. Ravi d'être sur le podcast, Emilio. En vrai, c'est un plaisir, un honneur. On se connaît bien. Tu m'as invité 3 fois sur le tien, donc il était temps de te renvoyer l'ascenseur. Donc, j'habite en Thaïlande. J'ai un business dans lequel j'aide des coachs et des formateurs à lancer, justement, démarrer un business de high ticket. J'ai une toute petite chaîne YouTube qui génère beaucoup d'argent, mais qui est pas optimisée pour faire des vues, mais qui est optimisée pour gagner de l'argent. Et donc, on pourra parler du business model, justement, qui est derrière. L'objectif, c'est pas de générer un maximum de vues, mais c'est plutôt d'optimiser pour la conversion. Moi, ce que je vends, c'est pas un programme, une formation ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une transformation qu'on vend à nos clients. Et c'est justement ce qu'on enseigne à nos clients. Et donc, c'est vraiment d'avoir un accompagnement high ticket. Donc, high ticket, ça veut dire quoi? Déjà, c'est un prix qui est en général un peu plus élevé, qui se chiffre en milliers d'euros. Et l'objectif, c'est de pas vendre d'avoir des centaines de clients ou des milliers de clients, mais plutôt d'avoir un minimum de clients, plus impliqués émotionnellement, d'avoir une meilleure connexion avec eux, d'être plus proche de ces clients. Et pour moi, c'est plus simple parce qu'en fait, je peux vraiment avoir une relation de confiance avec chacun de mes clients au lieu de devoir courir après une audience énorme, de devoir faire énormément de volume, de devoir travailler plus pour gagner moins. Là, en fait, c'est vraiment le concept de minimalisme, justement, de business minimaliste, d'avoir moins de clients, mais qui rapportent plus, qui ont plus de valeur et avec qui je suis plus proche. Quelque chose qui saute aux yeux quand on va se balader sur ta chaîne YouTube, c'est que tu as des vidéos, elles font 53 vues, 89 vues. On est là, mais c'est quoi ce délire? Comment ce mec peut générer 5 chiffres par mois? Donc concrètement, cette question, tu sais, c'est une question qui revient souvent. Moi, je trouve qu'elle n'a pas trop de sens, mais c'est vrai que dans l'esprit d'un débutant, on peut se la poser, et c'est combien il faut faire de vues pour pouvoir gagner sa vie. Et toi, tu es l'exemple concret que avec moins de 100 vues par vidéo, on peut monter un très gros business. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu eu un parcours similaire dans le sens où on est tous les deux passés d'une grosse chaîne YouTube à faire beaucoup de vues. Toi, tu as une chaîne YouTube sur la guitare avant. Ça a été ton premier business. Tu avais 40 000 abonnés, tu as fait au total 15 millions de vues, donc ce qui est tout à fait honorable. Mais tu as décidé de changer et de passer sur un business, ce que j'appelle un business asymétrique, c'est ça. C'est où tu maximises la qualité de l'audience avant la quantité. Parce que tu vois, moi j'ai fait des centaines de millions de vues avec les shorts et ça m'a pas rapporté proportionnellement autant d'argent. J'aurais bien aimé. Mais j'ai fait aussi ce choix délibéré de m'orienter vers un business avec beaucoup moins d'audience, qui est beaucoup moins impressionnant vu de l'extérieur, mais qui est potentiellement beaucoup plus rentable. Et surtout, tu prends plus de plaisir. Moi aujourd'hui, je prends 10 fois plus de plaisir à parler à des solopreneurs uniquement
que de parler un peu à tout le monde avec des vidéos généralistes, développement personnel. Et donc toi, tu as eu un peu cette transition-là aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as eu ce déclic de vouloir arrêter ton business sur la guitare qui marchait quand même bien, il me semble, pour lancer quelque chose de complètement différent avec une approche minimaliste? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, j'ai lancé mon business Tony Guitar, donc sur la guitare. En fait, j'ai un peu suivi les trends des gourous qui disent il faut faire un maximum de vues pour pouvoir vraiment en vivre en fait. Et quand on démarre, en fait, on a l'impression que la seule manière de pouvoir réussir sur Internet ou au moins sur YouTube, c'est vraiment de faire un maximum de vues. Le truc que tout le monde dit, c'est tu fais un max de vues. Du coup, ensuite, bah, ça fait un tunnel et donc tu as plus de gens que tu peux toucher et donc du coup, tu vas pouvoir vendre ton produit. Sauf que moi, j'ai fait plein d'erreurs, hein. Avec cette chaîne YouTube sur la guitare, j'ai effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait. Là, aujourd'hui, elle a 40 000 abonnés, 15 millions de vues. Donc, il y avait énormément de visibilité. Mais en fait, je vendais des produits qui n'étaient pas chers. Donc, c'est ce qu'on appelle des petits produits ou du low ticket. C'est le terme américain. Et en fait, comme tu le dis très bien, en fait, la visibilité, c'est pas égal à la liberté. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les influenceurs, les gens qui ont une très, très grosse audience, ils vont être pétés de thunes. Sauf que, comme le disait Antoine BM, il dit qu'il a rencontré énormément d'influenceurs TikTok, d'influenceurs Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont des très grosses audiences et qui gagnent pas bien du tout leur vie. Et moi, quand j'ai commencé ce business sur la guitare, effectivement, c'était quelque chose qui me passionnait, la guitare. Mais je me suis rendu compte que c'était pas exactement que la réalité n'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais par rapport aux promesses qu'on m'avait faites. En fait, la transition, elle s'est faite en douceur. C'était même assez difficile parce que quand tu as un petit peu comme on en a déjà parlé tous les deux, mais quand tu as l'habitude de faire beaucoup de vues, tu es un peu frustré au début de devoir te contenter. En fait, tu as l'impression que le plus important, tu penses à ton statut, tu te dis, voilà, il faut que je sois connu, etc., pour que ça fonctionne. Et en fait, quand tu te coupes une part de ton audience, au début, c'est un peu difficile. Tu es habitué au vanity metrics de te dire, voilà, il faut que je sois connu pour que ça fonctionne, etc. Donc, c'était pas forcément facile au début. Donc, j'ai fait une transition en douceur. Au début, j'ai lancé un mastermind pour des entrepreneurs, tout en conservant ma chaîne YouTube sur la guitare. Et donc, progressivement, j'ai vu qu'on pouvait gagner plus d'argent sans avoir d'audience du tout. En fait, c'est là en fait où je me suis rendu compte. Mais en fait, là, je gagne mieux ma vie en ayant 0 abonné parce que j'avais pas encore lancé ma chaîne YouTube, qu'en ayant cette chaîne YouTube qui a 40 000 abonnés, qui me demande énormément de boulot, énormément de travail, et en fait qui est rentable, mais qui est pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Et donc, comment s'est fait la transition? Après, j'ai collaboré avec Marketing Mania. On a créé un business qui s'appelle IA Mania, donc sur l'IA. On a eu 185 clients, je sais pas, on a fait 50 000 euros de revenus sur le premier lancement. Du coup, après cette aventure, je regardais mes comptes en banque et en fait, à un moment, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais plus que 30 jours de revenus sur mon compte en banque. Ou sinon, soit j'allais devoir rentrer en France, soit j'allais devoir chercher un job, soit j'allais devoir abandonner. Et clairement, pour moi, j'avais pas de plan B, c'était impossible. C'était juste, je pouvais pas me permettre en fait d'abandonner. Donc, j'avais vraiment 30 jours devant moi pour pouvoir trouver un client. J'avais laissé de côté mon business sur la guitare. Je m'étais dit, là, j'ai envie de faire une fois dessus. Là, je voulais vraiment repartir de zéro. Mais du coup, je me suis retrouvé dans cette impasse et je me suis dit, c'est quoi la manière la plus simple et la plus rapide de pouvoir gagner de l'argent et de ne pas devoir retourner en France et de ne pas devoir chercher un boulot. Et donc, j'ai commencé à faire un tableau en mettant toutes les options. Et donc, une des options qui sortait, mais qui était vraiment, qui me sautait aux yeux, c'était en fait, simplement, tu trouves une seule personne, un seul client, et en fait, tu le fais payer très cher. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour trouver ce client-là? Le plus simple, c'est en fait de faire appel à ton réseau. Vraiment, c'était une période très, très stressante parce que je m'étais donné vraiment 30 jours pour sortir de cette situation-là. Et donc j'ai contacté toutes les personnes que j'avais dans mon réseau. J'ai vraiment cherché. J'ai dit, je cherche un entrepreneur que je peux aider potentiellement sur le marketing, sur le business, parce que j'ai déjà lancé des chaînes YouTube. J'ai déjà eu pas mal de succès dans plein de domaines. Mais maintenant, là, tout de suite, je cherche une personne, un client que je pourrais aider. Et je mets de côté les petits produits, je mets de côté les tunnels compliqués, je mets de côté le contenu. Là, simplement, il me faut un client. Et si je le signe, potentiellement, si c'est plusieurs milliers d'euros, je suis sauvé pour ce mois-là. Et là, tu cherchais un entrepreneur qui a déjà un business ou tu cherchais n'importe quel débutant qui veut se lancer? Je cherchais de préférence quelqu'un qui avait déjà un business de lancer. Mais ça aurait pu être… En fait, quand tu veux vendre quelque chose, il faut vendre à quelqu'un qui a de l'argent. Enfin, sinon, tu vas galérer. Et c'est ce qu'on dit, c'est vendre aux riches plutôt que de vendre aux gens qui galèrent. Donc, si tu essaies de vendre à quelqu'un qui débute vraiment pour vendre ton service, ça peut être compliqué, surtout si tu veux le vendre plusieurs milliers d'euros. Du coup, j'ai ravalé mon ego, parce que ça fait mal en fait de faire ça. Et j'ai commencé à contacter tout mon réseau. Et en moins de 30 jours, j'ai eu plusieurs appels avec différentes personnes qui étaient potentiellement intéressées par ce que je voulais proposer. Et en fait, j'ai proposé 3 packs. J'avais préparé une proposition commerciale
où j'avais dit, bon, bah, il y a 3 packs. Il y a le pack à 1 000 euros, parce que la personne, elle voulait lancer sa chaîne YouTube. Donc, le pack à 1 000 euros, je te coach comme ça, rapidement. Le pack à 2 000 euros, je te coach et je t'aide en plus à rédiger des vidéos. Et le pack à 4 000 euros par mois, hein, pas en une fois, mais par mois, je te coach, je t'aide à rédiger tes vidéos. Et en plus, j'ai mon équipe avec un monteur vidéo qui va te monter tes vidéos. En fait, tu n'as rien à faire. On s'occupe de ta chaîne YouTube et on gère pour toi. Au moment où j'ai annoncé ça, franchement, tu vois, j'avais la boule au ventre. Je me disais, bon, voilà, il faut absolument que ça fonctionne, etc. Et donc, j'avais mis le pack un peu cher pour juste au cas où si la personne, elle accepte. Mais j'avais vraiment aucune attente sur ce truc-là. Et finalement, le mec, il fait, bah, en fait, le pack à 4 000 euros, il a l'air bien. Je vais prendre celui-là. Donc, Ouais. et donc, Waouh. c'était 4 000 euros par mois. Et c'était pour 2 jours de travail par semaine. Waouh, incroyable. L'asymétrie entre l'effort nécessaire et le retour. Et du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que pour 4 000 euros par mois, pour ce premier client, et en plus, on a continué de travailler ensemble pendant un moment, en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir d'audience. Il n'y avait pas besoin d'avoir d'audience du tout, en fait, pour pouvoir gagner sa vie en ligne. Et si on voulait avoir une audience, en fait, on peut avoir une toute petite audience de gens ultra qualifiés. Par exemple, si j'attire que des entrepreneurs comme ce gars-là, qui gagnent très bien leur vie et qui veulent développer, par exemple, leur chaîne YouTube, bah, je pourrais coacher des clients comme ça et gagner très, très bien ma vie. Si j'accumule des clients comme ça à 4 000 euros Ouais. par mois pour 2 jours de travail par semaine, je pourrais faire 8 000, 12 000, 14 000, 20 000. Ouais, Et ouais, ouais. si je délègue ça, je pourrais faire 50 000 euros par mois. Et ça a dû être un énorme déclic pour toi, où d'un coup tu te dis, mais en fait, j'ai compris un truc là que la plupart des gens comprennent pas, où en fait, j'ai pas besoin de faire des milliers de vues pour bien gagner, quoi. Juste une personne, la bonne personne, suffit pour 4 000 par mois. C'est déjà énorme. C'est déjà plus que ce que gagne un Français en moyenne, avec juste un client. Et 2 heures par semaine, tu as dit. 2 jours, 2 jours. 2 jours par semaine, ouais. 2 heures, j'abuse un peu peut-être quand même. 2 jours, mais pas, tu vois, genre pas des journées de 10 heures ou de 12 heures. 2 jours dans la semaine, je gérais mon temps comme je voulais, quelques heures par jour. Ok. Ouais. Et du coup, ce qui est important, c'est aussi la transformation que tu promets. C'est qu'est-ce que tu vas vendre derrière, parce qu'en fait, tu peux bosser 2 jours par semaine pour quelqu'un, mais si tu l'aides à, je sais pas moi, jouer Stairway to Heaven à la guitare 2 jours par semaine, ça ne vaudra pas 4 000 euros par mois. Mais si tu aides si tu aides un entrepreneur qui gagne 1 million d'euros par an à lui créer sa chaîne YouTube pour que lui puisse trouver des clients et que ça lui l'aide à développer son business, comme c'était le cas avec ce client-là, bah pour lui, 4 000 euros par mois, c'est dérisoire parce que ça peut potentiellement lui rapporter 20, 30 000, 50 000 euros par mois. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose qu'on voit pas généralement quand on se lance. C'est à quel point d'une audience cible à l'autre, tu peux avoir un effet de levier multiplicateur complètement dingue. Et souvent, quand on se lance dans le business en ligne, on va vouloir viser un peu la masse, monsieur et madame tout le monde, pour résoudre un petit problème, alors qu'en réalité, on pourrait cibler un problème beaucoup moins commun, mais qui concerne par exemple des entreprises, du B2B. Il y a énormément de choses à faire dans le B2B. Et c'est vrai qu'avec une poignée de clients, tu peux gagner bien mieux ta vie que quelqu'un qui vend des petites formations ou des PDF pas chers, quoi. Donc c'est sûr que c'est sous-exploité, je pense. Et quand on se lance de zéro, il faut vraiment réussir à réfléchir en termes d'effet de levier, du positionnement qu'on prend. Est-ce que ça va vraiment me permettre d'attirer des gens qui ont de l'argent et qui ont des problèmes surtout, pour lesquels ils sont prêts à dépenser beaucoup pour régler ces problèmes-là? Ça, je pense que c'est la clé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, tu vois, je cible des entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne avec mon SaaS Tiny Pages ou avec mes formations, mes workshops. J'ai arrêté de cibler du pur débutant, vraiment de la masse. Ah, j'aimerais bien lancer un business, mais je sais pas trop par quoi commencer. Ouais, t'as pas une idée de business. Bah, l'audience Yomi Denzel, tu vois, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est un peu ça. C'est la masse des wannabe entrepreneurs. Moi, ça m'intéresse plus trop. Parce qu'aussi, c'est une audience moins intéressante, c'est moins stimulant intellectuellement de travailler avec des purs débutants à qui il faut tout réexpliquer, il faut leur expliquer comment créer un compte Stripe, tu vois, c'est pas ouf. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, comment ça marche, ton système, ton tunnel? Donc les gens te découvrent depuis YouTube, tu as des vidéos qui font 50 vues, et après, comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à prendre un accompagnement haut de gamme avec toi et lâcher plusieurs milliers d'euros? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre sur le nombre de vues, je sais que ça peut sembler complètement fou, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je cherche pas à avoir un maximum de vues, mais je cherche à avoir un maximum de vues qualifiées. Donc si par exemple, je fais 10 vues, mais que les 10 vues, c'est des clients potentiels, bah, c'est potentiellement 10 personnes qui peuvent acheter mon accompagnement. Imaginons que tu as une offre à 10 000 euros. Si tu fais un vue et que ce vue-là, il est ultra qualifié,
Bah, potentiellement, tu peux gagner 10 000 euros par mois ou en one shot si tu vends une offre one shot à 10 000 euros. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 vues. Ça n'a aucun rapport. En fait, le calcul, il est simple. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir le maximum d'audience. Et en fait, si tu as 1000 personnes qui te payent 20 euros, ça fait 20 000 euros. Mais si tu n'as que 2 personnes qui te payent 5 000 euros, ça fait 10 000 euros. Et donc, le système, il est assez simple, en fait. C'est d'attirer des prospects qualifiés avec du contenu. Et en fait, c'est de créer du contenu qui parle des problèmes du prospect. Donc, c'est de bien connaître son avatar aussi, de savoir exactement à qui on s'adresse. Et une fois que tu as défini à qui tu t'adresses, eh bien, tu vas créer un maximum de vidéos sur les problèmes de la personne, les problèmes qu'elle cherche à résoudre, et tu vas lui donner des conseils actionnables qu'elle va pouvoir appliquer directement à la fin de la vidéo. C'est ce que j'appelle des capsules de valeur. Et l'objectif, c'est d'encapsuler un maximum de valeur en un minimum de temps. En fait, l'objectif, c'est de relever les objections des prospects avant même qu'elles arrivent dans leur tête. Donc, si tu as un prospect qui se dit, voilà, par exemple, je me sens pas assez expert pour pouvoir vendre du high ticket, parce que c'est une objection qui revient souvent, bah ouais, je me sens pas assez un expert, je pense pas que j'ai l'expertise et je suis pas assez avancé pour pouvoir le faire, je suis pas un gourou. Et bien, en fait, dans les vidéos, je vais anticiper les objections. Je pourrais dire, bah voilà, si tu veux lancer ce genre de contenu, tu n'as pas besoin d'être un gourou, tu as juste besoin d'avoir une marge d'avance sur ton prospect. Juste être au niveau N+1, pas être le top expert qui a le syndrome de l'expert et qui lui oublie ce que c'est d'être un débutant, mais juste être un niveau. Moi, j'aime bien la métaphore du camarade de classe. Tu sais, la personne t'es assis à côté de l'intello à l'école, c'est ton pote, et il va t'aider à comprendre le cours beaucoup mieux que le prof qui, lui, il saute des explications, pour lui, ça paraît évident. Et finalement, c'est ton camarade qui a juste un peu mieux compris que toi la leçon, qui est le plus à même de te l'expliquer. En fait, tu as juste besoin d'avoir une marge d'avance sur la personne. Pour déjà juste donner reculer d'un pas et donner un petit conseil pour ceux qui pourraient nous écouter. D'abord, vous pouvez vous aider vous-même, faire les actions pour vous-même. Et si ça fonctionne pour vous, ensuite, vous pouvez aider une autre personne. Et si ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, ensuite, vous construisez le système. Et ensuite, plus vous avez de preuves, plus de clients. Et ensuite, ça fait un cercle vertueux avec plus de preuves, plus de clients, etc. Mais je ne sais pas comment toi, tu as commencé, Emilio, mais moi, de mon côté, par exemple, j'ai commencé à faire des vidéos sur la guitare parce que j'avais de l'expérience sur la guitare. Ensuite, j'ai fait des shorts, ça a cartonné. Du coup, j'ai fait une formation sur les shorts. Ensuite, j'ai développé une chaîne YouTube qui a bien fonctionné. Du coup, j'ai aidé les gens sur YouTube. Ensuite, j'ai découvert cette méthode pour moi-même gagner de l'argent en vendant à très, très peu de clients. Et du coup, ça a fonctionné pour moi, donc j'ai décidé de l'enseigner. Et donc, d'abord, j'ai testé les trucs sur moi-même et ensuite, je l'ai enseigné. Et donc, c'est ce que je recommanderais à des gens qui voudraient potentiellement lancer ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'être le mec le plus chaud de toute la planète sur son domaine. Ouais. Il y a juste besoin d'être un peu meilleur que la personne qu'on accompagne. C'est vrai que c'est une grosse objection, ça, pour beaucoup de gens qui se lancent. C'est que moi, je suis pas un expert de aucun sujet. Alors qu'en fait, si tu passes, allez, disons 3 mois, tu passes les 3 prochains mois à te former intensivement sur un sujet qui, potentiellement, il y a un marché. C'est-à-dire que tu peux vendre des choses sur ce sujet-là, autour de ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui, toi, t'attire personnellement, tu es curieux d'en savoir plus, d'apprendre. Tu as vraiment ce feu intérieur de vouloir tous les jours aller en apprendre plus sur ce sujet-là. En 3 mois, tu es devenu meilleur que 99% de la population. Et là, tu es clairement au niveau N+1, la marche d'après, où tu peux déjà lancer quelque chose en parlant à des débutants et tu leur parleras bien mieux que l'expert qui fait ça depuis 20 ans, parce que lui, les problématiques de tout débutant, ça l'intéresse plus trop. Et 3 mois, en plus, c'est assez, enfin, c'est beaucoup, mais même moi, je dirais en 7 à 14 jours, tu peux déjà avoir plus de connaissances que la majorité des gens. Parce que tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'avoir un peu de crédibilité, de comprendre de quoi tu parles. Et si tu lis 3 livres sur une thématique, tu es déjà plus expert que la majorité des gens sur cette thématique-là. Tu regardes des vidéos sur YouTube, simplement sur, je sais pas, tu veux devenir créer une agence sur la publicité sur Facebook, tu tapes How to launch ads on YouTube et tu vas trouver 5 cours de 1 heure ou de 2 heures, tu vas les suivre et en fait, tu vas en savoir plus que la majorité des gens et tu peux lancer ton agence de publicité Facebook en 2 semaines en fait. Parce que tu as déjà plus de connaissances que 99% des gens et tu vas peut-être pas faire lancer des challenges pour Yomi Denzel dès demain, mais tu peux accompagner des gens qui veulent lancer leur première pub Facebook. Tu penses que la connaissance suffit? Parce qu'il y a aussi l'expérience de l'autre côté. Tu passes une semaine à tout apprendre de zéro sur les pubs Facebook. Est-ce que tu as quand même la crédibilité pour que les clients te fassent confiance, sachant que tu n'as jamais vraiment, toi, lancé des pubs, tu vois? Ouais, alors c'est une bonne remarque. Je pense que là, il faudrait que la personne elle se forme pendant une semaine et ensuite qu'elle lance son propre tunnel ou son propre truc pendant une semaine pour qu'elle fasse ses propres expériences et qu'elle arrive à avoir des petits résultats, au moins qu'elle arrive à avoir des résultats d'une manière ou d'une autre pour montrer
qu'elle peut aider des gens à obtenir la même chose. Ou encore mieux, elle peut aider elle peut aider des gens gratuitement pour Ouais, ouais, tester ouais. son offre sur des gens. Et en fait, avoir des résultats sans que... Parce que si tu veux essayer d'avoir des clients directs, le problème, c'est que tu auras l'objection, bah oui, mais t'es qui pour m'aider en fait? Alors que si tu dis, bah voilà, je te le fais gratuitement, je t'aide, et comme ça, moi j'ai des preuves, ensuite, tu obtiens des témoignages qui vont te permettre de pouvoir trouver plus de clients. C'est Ouais. ça. Mais par exemple, ma copine que tu connais, là, elle a trouvé ses premiers clients en ligne et elle est trop contente, je suis content pour elle. Mais parce que elle, à la base, sa compétence, c'est qu'elle est très forte pour écouter les gens. C'est une oreille attentive, tu vois. Et donc les gens leur parlent de leurs relations, de leurs problèmes relationnels, et elle écoute et elle juge pas. Et donc je lui dis, bah, t'as déjà des amis qui t'appellent pour te parler de leurs problèmes relationnels. Ben, tente de monétiser ça, de faire une petite offre très rapide. Et donc elle l'a fait, 500 bahts thaïlandais de l'heure. Et là, à partir de là, elle a pu commencer à monétiser. Et c'est trop cool. Parce qu'à partir de quelque chose qu'elle faisait déjà gratuitement pour des amis, elle a lancé son offre et ça cartonne. Là, déjà, ça commence à marcher. C'est un exemple où tu peux essayer gratuitement déjà pour des gens et ensuite tu leur demandes des témoignages. Tu gagnes en expérience toi aussi et tu prends en confiance. Parce que c'est aussi important pour surmonter le syndrome de l'imposteur de prendre en confiance. Et il n'y a que l'expérience qui peut te permettre, je pense, de surmonter le syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas de formule magique, de visualisation où tu vas te hacker ton cerveau pour que le syndrome de l'imposteur disparaisse. Ça disparaît par l'expérience parce que tu sais, ça, je l'ai déjà fait. Il y a des gens qui ont eu des résultats grâce à mes conseils. Donc, je suis plus légitime et je me sens mieux. Et c'est vraiment comme ça que tu peux avancer et construire ton business. Ouais, clairement. C'est une putain d'idée de dire ça, en fait, de voir où les gens te demandent de l'aide régulièrement. Et en fait, ça va Mm. te guider sur quoi lancer comme type de business. Si les gens te demandent souvent des conseils sur les relations, bah, potentiellement, tu pourrais aider des gens sur le relationnel. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame quand tu écoutes un podcast, c'est que t'entends parfois parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable, ou une citation qui te retourne le cerveau, mais évidemment, t'as la flemme de sortir ton téléphone pour le noter. Et à la fin de l'épisode, t'as déjà tout oublié. Donc pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai créé une fiche pépite dans laquelle je rassemble tout et qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode avec les nouvelles pépites de l'invité. Tu peux la recevoir tout de suite, le lien est dans la description. Je voudrais qu'on plonge un peu plus en profondeur dans ce modèle du high ticket. Je vais te donner, moi, mon objection principale, la raison pour laquelle j'en ai jamais fait et que je compte pas en faire. Et j'aimerais savoir ce que tu vas en penser. Toi, tu m'as dit que tu te mettais beaucoup de pression pour délivrer le résultat à tes clients. Donc, tu as vraiment à cœur d'apporter une transformation à tes clients, ce qui est super. Moi, là où je bloque, c'est que je pars du principe que peu importe la qualité de l'accompagnement, peu importe la qualité de tes méthodes ou la qualité du coach, tu peux mettre un Tony Robbins derrière un mec qui est juste un bras cassé, qui comprend rien, qui a un mindset éclaté, tu vas absolument rien changer à sa vie. Et donc, je pars du principe que même avec les meilleures intentions du monde, les meilleures méthodes du monde, tu peux pas faire changer quelqu'un qui a un mindset éclaté. Donc, moi, j'ai pas envie, si tu veux, de m'encombrer de cette responsabilité où je me dis, je dois apporter du résultat à cette personne, mais la personne, elle va pas appliquer mes conseils. Je lui dis de faire A, elle fait B, ou alors, bah, elle a juste pas la mentalité pour avancer. Et ça, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Et j'ai pas envie donc de me dire, bah, cette personne, elle va me lâcher la moitié de ses économies. Tu vois, c'est quand même une grosse somme. Pour certains, ils n'ont pas beaucoup d'économies. Euh, et en fait, je me rends compte rapidement que cette personne ne va juste obtenir aucun résultat. Et alors, tu vas peut-être me dire, il faut passer par un processus de préqualification. Tu vas faire des appels, tu vas vérifier que la personne a bon état d'esprit. Mais même là, je te dirais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire des processus de recrutement pour recruter, par exemple, un monteur vidéo. Et le mec que j'ai choisi sur le papier, il était parfait, il avait les compétences, il s'exprimait bien. Mais sauf qu'au bout de quelques semaines, je voyais que le mec était complètement à la ramasse, complètement à côté de la plaque. Parce que c'est que quand tu commences à travailler avec quelqu'un que tu vois de quel bois il est fait. Et je me rends compte en fait que tu peux pas vraiment, même avec un processus de qualification béton, être sûr et certain que la personne a le bon profil. Donc, et moi, c'est la raison pour laquelle je fais pas de high ticket aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de promettre quelque chose que je ne peux pas à 100% délivrer.
étant donné que la grosse partie de la responsabilité vient du client. Il faut qu'il fasse ce que tu lui dises de faire. Et ça paraît évident quand tu achètes un truc à plusieurs milliers d'euros, mais en vrai, il y a plein de gens qui se disent, bah, je lâche 3000, par exemple, et donc ça y est, j'ai fait le travail. Alors que non, il faut qu'ils travaillent derrière. Et t'en as qui sont pas conscients de ça. Et ça, c'est le truc qui me fait bloquer, pour lequel aussi c'est une question de focus. J'ai pas le focus pour faire ça, mais c'est le truc où émotionnellement je me sentirais pas vraiment aligné. Comment est-ce que toi tu gères ça, Tony? Qui a accompagné plus, je le rappelle, tu as accompagné quand même 200 entrepreneurs. C'est énorme. Ouais, c'est une excellente question. Je pourrais répondre de différentes manières, mais la première, c'est que tu peux pas porter la responsabilité de la personne sur toi. Moi, je suis OK je prends toujours mes responsabilités sur tout ce que je fais. Et donc, c'est pour ça que bah, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Effectivement, c'est l'obsession client. Ça fait partie de mes valeurs, de vouloir absolument faire en sorte de tout faire pour que mes clients réussissent. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à créer un programme déjà qui soit cohérent, qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, de créer un système qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et par exemple, au début du programme, bah là, j'ai fait une énorme mise à jour qui m'a pris des mois avec toute mon équipe pour justement créer le meilleur programme possible. Bah, au début du programme, je dis justement, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il y a une vidéo qui s'appelle Portez vos couilles. Et clairement, ça dit quoi? Ça dit, bah, je peux pas faire le boulot à ta place, gros. Je peux te donner toutes les instructions du monde. À un moment, tu dois porter tes couilles parce que on pourra pas faire le boulot à ta place. Et bien sûr, bah, moi, je vais tout faire moi, je me donne à 200% pour que chaque client réussisse. Mais si la personne n'aimait pas du sien, bah, il y aura rien à la fin. Donc déjà, c'est de donner le bon mindset à la personne pour bien démarrer. Ensuite, c'est de mettre en place les bons outils qui vont permettre à la personne de passer à l'action. Parce qu'un débutant, il va avoir du mal à rester motivé sur le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on a un système d'accountability avec un suivi quotidien et hebdomadaire pour être sûr que quelqu'un qui démarre, il est vraiment un coach qui puisse l'accompagner pour qu'il ait des résultats et qu'il ne soit pas tout seul quand il a des doutes, quand il a des peurs, quand il a des blocages. Par exemple, quand tu fais du sport, bah, tu as envie d'avoir un coach sportif qui te dit bah voilà, fais des pompes, machin, c'est bien, tu as bien avancé, etc. Bah là, En fait, c'est pareil. t'as pas envie de réfléchir. C'est ça. Et en fait, tu as envie de te sentir soutenu. Et du coup, on fait en sorte que les gens se sentent jamais seuls, perdus et qu'ils aient toujours des réponses à leurs questions. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, en gros, tu as mettre en place le bon mindset au début, avoir les bons systèmes pour les accompagner. Et la troisième chose, donc, comme tu l'as dit juste avant, tu as la qualification. Donc, de filtrer les personnes avant l'appel. Mais comme tu l'as dit également, bah, moi, j'ai déjà eu des surprises où je pensais que la personne, elle allait se donner à fond. Et au final, sur le papier, tu te dis, bah, en fait, c'était que des belles paroles et au final, elle ne le fait pas. Et donc, tu ne peux pas prendre la responsabilité de chacun. Parce qu'en fait, moi, de mon côté, j'ai l'esprit tranquille parce que j'ai tout fait. J'ai mis en place le cadre et tout ça pour que la personne réussisse. Si la personne décide de ne jamais ouvrir le programme, ce qui est déjà arrivé, hein, que des personnes investissent en elle et qu'au final, je les ai jamais vues en coaching ou quoi que ce soit, bah, tu te dis, bah, tant pis pour elle, en fait, tu peux pas aller chez elle, toquer à sa porte et lui dire, bon, Bien t'as sûr. lancé ton business, tu vois, genre à un moment, tu, Ouais. tu fais de ton mieux, quoi. Est-ce que la solution, ce serait pas, comme pour le recrutement, de mettre en place une sorte de période probatoire? Par exemple, la solution pour recruter, pour éviter ce problème-là, c'est d'y aller par palier. D'abord, tu vas faire un projet test. Après, tu vas dire à la personne, bah, on continue pendant 30 jours. Après, peut-être tu peux étendre à 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu vois que la personne, bah, soit elle est sérieuse et vous pouvez continuer long terme, sur durée indéterminée, soit ça se passe pas bien, elle te prend plus de bande passante mentale qu'elle t'en fait gagner. Et donc là, tu changes. Mais est-ce que pour du coaching, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, où par exemple, il y aurait une période test où tu vois pendant, je sais pas, par exemple 2 semaines, si la personne applique bien, et seulement si tu vois que elle applique, elle est sérieuse, elle a le droit de continuer le coaching avec toi. Ça serait peut-être un peu compliqué à mettre en place. Et aussi, ça dépend comment tu verrais le système d'investissement pour la personne. Mais le fait d'investir une somme d'argent au début, c'est aussi une histoire d'investissement émotionnel. Et donc, ça dépend, tu vois, le système de comment ça fonctionnerait. Mais tu vois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que ça serait possible ils me disent, mais si tu es si sûr de ton programme, pourquoi est-ce que je fais pas l'accompagnement, tu me coaches et à la fin, j'ai les résultats et je te paye? Je dis, bah oui, mais le problème, moi, j'adorerais pouvoir, par exemple, faire ça. En théorie, je trouve que c'est une super idée. Mais le problème, c'est que les gens, tant qu'ils investissent pas financièrement, en fait, ils sont pas investis émotionnellement. Et du coup, pour certains, ça va vraiment fonctionner, ce truc-là. Et quand
comme quand tu as dit, quand tu lâches une partie de tes économies et que tu dois investir en toi, en fait, tu vas te donner à fond pour réussir parce que tu n'as pas envie de te dire, voilà, j'ai lâché plusieurs milliers d'euros pour rien. Donc, en fait, c'est aussi un truc dans ton esprit où tu sais que tu vas te donner beaucoup plus quand tu investis financièrement. Donc, je ne sais pas si ce système il serait vraiment viable, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, je suis en coaching en ce moment. Et au début du coaching, mon coach, il me demandait pas le paiement. Je suis là, au bout d'un moment, bon, je te les envoie quand, là, les 5000 balles? Parce que moi, j'ai envie que ce soit fait, comme ça, je suis engagé, ça y est, on commence. Mais il commençait, il était là, cool, tu vois, là, tranquille. Mais ouais, je comprends totalement. C'est vrai que quand tu payes, ça déclenche quelque chose inconsciemment, où tout d'un coup, tu es engagé, tu es investi. Maintenant, on fonce tout droit, il y a un objectif, on y va. Alors que tant que tu n'as pas symboliquement placé la somme investie dans le coaching, bah, tu es toujours dans une espèce d'incertitude. Tu es là, ouais, bon, peut-être je peux changer d'avis. Bon. Donc, ouais, je comprends. Alors, juste avant de passer à la suite, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement hein, de ton tunnel? Donc, entre le moment où quelqu'un te découvre, j'imagine sur YouTube, et le moment où il devient client chez toi, c'est quoi les étapes exactes par lesquelles il passe? En fait, les gens, donc en général, ils découvrent sur YouTube. Donc, c'est le point principal. Après, ils peuvent aussi nous découvrir sur LinkedIn ou sur Instagram, mais c'est plutôt secondaire. Donc, le canal principal, c'est YouTube. Ensuite, en général, ils vont rentrer dans notre communauté school. Donc là, on apporte énormément de valeur, on délivre du contenu, encore plus de ressources. Donc en général, c'est complémentaire, c'est un peu le lead magnet où tous les lead magnets qu'on a sur YouTube, on les envoie vers le groupe school. Et ensuite, de school, les gens, ils ont vu un peu la valeur, ils ont compris qu'on pouvait les aider. Donc en général, ils prennent un appel. Cet appel-là, c'est un appel de qualification. On appelle ça un appel de clarté pour voir justement si le prospect est qualifié, si on peut l'aider, s'il est vraiment motivé, s'il a les finances, s'il est prêt à commencer maintenant. Et si il coche toutes les cases, dans ce cas-là, on l'emmène vers un autre appel. Et donc cet appel-là, j'appelle ça un appel de déclic. Et l'objectif, c'est de présenter le programme, de voir justement si là, on est vraiment aligné et si on peut démarrer ensemble. Donc en gros, les étapes sont vraiment simples. C'est YouTube, School, appel de clarté, appel de déclic. Et il y a des gens qui passent directement parfois de YouTube à l'appel parce qu'ils peuvent réserver directement sous les vidéos YouTube. Donc l'appel de clarté, c'est vraiment, tu l'offres aux gens pour faire connaissance, pour créer une relation, pour les aider sur déjà des premiers déclics qu'ils peuvent avoir. Et après, ce que tu appelles appel de déclic, c'est un appel de closing, qu'on se dise les choses, qu'on dise les termes. C'est ça, exactement. C'est un appel où on va présenter l'offre et c'est un appel de closing. Ok, super. Alors, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir un business model plutôt minimaliste ou plutôt complexe? Parce que j'entends beaucoup parler de ce modèle de coaching high ticket et j'en vois qui ont des armées de setters, de closers. Moi, je vois ça, ça me donne la chair de poule. Déjà, j'ai absolument pas envie de toucher à ça, même avec un bâton. Trop de complexité. Donc, est-ce que toi, tu as réussi à mettre en place ce modèle de manière plutôt simple? Comment est-ce que tu gères la complexité? On parlera de l'équipe après, mais déjà, est-ce que toi, tu as des setters? Est-ce que tu as l'impression que c'est compliqué au quotidien à gérer ou pas du tout? Ouais. En fait, la version 1.0 du business, elle est vraiment très, très simple, en fait. C'est les deux sources de leads, les deux sources de prospects, c'est YouTube et la prospection. Et donc, YouTube, c'est plutôt pour du long terme et la prospection, c'est plutôt, limite, t'envoies un message. Si tu as une bonne conversation, tu peux l'avoir en appel et tu peux avoir un client. Donc, pour moi, c'est un business model qui est vraiment très simple, qui est vraiment minimaliste. Si on part uniquement sur ce modèle-là, c'est contenu, appel, vente, en fait. C'est très, très simple. Moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus complexe. Pas parce que j'aime la complexité, au contraire, j'adore la simplicité et le minimalisme. Mais juste parce que j'ai des ambitions où justement, j'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai envie de vraiment créer un mouvement d'entrepreneurs, de créer des événements en présentiel en France, en Europe et peut-être plus tard en Asie et à travers le monde. C'est pour ça que j'ai créé un petit peu de complexité pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc, du coup, j'ai une équipe, j'ai des setters qui envoient des messages pour justement faire de la prospection, potentiellement sur LinkedIn, sur Instagram, pour aller générer des appels qu'on n'aurait peut-être pas eu, peut-être que les gens ne seraient pas venus par eux-mêmes. Donc, du coup, on a des gens qui envoient des messages pour aller les chercher par le call. Ok, d'accord. Petite expérience de pensée, ce serait quoi la version minimum viable de ton business model? Imagine, tu supprimes tout ce qui peut être supprimé pour garder vraiment que le cœur, le noyau essentiel pour faire fonctionner ton business. À quoi ça ressemblerait? La version vraiment dépouillée de tout ce que tu peux dépouiller. Il y a deux versions possibles.
en fait. Ça dépend si tu as envie de faire un business sur du court terme ou sur du long terme. Long terme, toujours long terme. Ok. Donc, si tu veux faire sur du long terme et que tu veux que ça fasse une machine qui fonctionne sans que tu aies besoin d'aller faire de la prospection, bah, en fait, ça serait juste poster des vidéos YouTube. Je dirais un bon rythme, ça serait une vidéo par semaine. Juste le lien sous la vidéo YouTube, un lien d'appel, et c'est tout. Est-ce que ce serait pas finalement comme fait Oussama Ammar avec le Better Call Ous? Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros j'explique vite fait. Oussama Ammar, je trouve ça vraiment bien dans le côté minimaliste. C'est qu'il a juste mis un calendrier où tu payes 300 balles pour 30 minutes de son temps. Et c'est tout. C'est juste ça. T'achètes 30 minutes de ton gourou préféré pour lui poser toutes tes questions. Il y a un lien, c'est ultra direct. Tu choisis l'heure et puis voilà. Et je l'avais essayé, et effectivement, c'est très simple à mettre en place. Et après, il n'y a pas comme toi de méthodologie, de structure, de suivi des clients. C'est juste, on discute de ce que tu veux pendant 30 minutes. Et lui, limite, il s'en bat un peu les couilles. Il répond juste spontanément aux questions qu'on lui pose. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le business de coaching version balécouilliste extrême. Mais ça peut très bien marcher. Ouais, ça peut très bien fonctionner. Après, pour vendre une offre où c'est un appel à 300 euros, il faut quand même générer beaucoup de vues et faut quand même avoir pas mal d'appels pour que ça soit rentable et que tu puisses bien en vivre. Tu vois, il faudrait faire au moins 10 ventes par mois pour générer 3000 euros. C'est pas mal déjà, tu vois. Donc, si tu veux vraiment le truc minimaliste, moi, je dirais, ça serait, tu vois, tu vends un accompagnement sur 6 semaines, par exemple, où tu vas faire potentiellement 6 appels de coaching avec un client. Tu vends ça 2-3 000 euros et tu fais une vidéo, tu publies une vidéo par semaine sur ta thématique. Et ça, c'est vraiment le business long terme et qui peut très bien fonctionner avec zéro complexité. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une promesse claire et précise? Ouais, clairement. C'est vraiment le truc qui va faire que ça peut. En fait, il faut vraiment avoir une transformation. Ce qui est important dans la promesse, c'est la transformation. C'est qu'est-ce que tu peux promettre concrètement. Donc, plus c'est spécifique, mieux c'est. Donc, en général, il faut des chiffres. Des chiffres, c'est bien. Ça permet de pouvoir mesurer si oui ou non tu as atteint l'objectif. En fait, la question, c'est est-ce que la personne, quand elle lit ta promesse, elle peut dire oui, j'ai atteint l'objectif à la fin de l'accompagnement ou non, je ne l'ai pas atteint. Et donc, c'est pour ça que tu peux dire, par exemple, perdre 5 kilos de gras en 60 jours avant l'été, c'est ta promesse. Est-ce que oui, j'ai atteint l'objectif ou non, j'ai pas atteint l'objectif? Si la personne ne peut pas dire oui ou non, ça veut dire que la promesse, elle n'est pas assez spécifique. Par exemple, est-ce que tu vas être heureux en couple? Ça serait vraiment hyper large, hyper vaste. Et du coup, tu peux pas dire est-ce que tu es heureux en couple à 100%. Ouais. Donc, une manière de le faire, par exemple, pour ceux qui seraient sur ce genre de thématique ou des thématiques un peu différentes, ça serait pendant l'appel de dire OK, est-ce que tu peux me dire ton niveau de bonheur dans ton couple entre 1 et 10 actuellement? Si actuellement tu es à 3, ma promesse, c'est qu'à la fin de l'accompagnement dans 30 ou 60 jours ou 90 jours, c'est que ton niveau de bonheur dans ton couple il soit à 9 sur 10. Et donc ça, tu peux l'évaluer. Mais il faut toujours que ce soit quelque chose de mesurable. Sinon, Ouais, ça reste un peu subjectif, mais t'as pas trop le choix, effectivement. C'est un peu nécessaire de faire quelque chose comme ça, ouais. Du coup, comment est-ce que tu t'organises concrètement? Parce que en tant que coach, tu as beaucoup d'appels, tu as un emploi du temps de ministre. Et donc, comment est-ce que tu organises? J'ai quand même l'impression que ça fait beaucoup de casquettes à porter en même temps. Alors, tu as une équipe, donc tu pourras nous dire aussi ce que tu délègues. Il y a le coaching, faire les appels. Il y a la vente, donc les appels de closing, ce que tu appelles appel de déclic. Il y a alors, et aussi les appels par extension de qualification. Il y a animer ta communauté sur School, créer des vidéos YouTube. Sur LinkedIn, je ne sais pas si tu fais du contenu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc concrètement, comment est-ce que tu organises tes semaines? Qu'est-ce que tu fais toi-même? Qu'est-ce que tu délègues? aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à gérer parce que je suis dans une phase de croissance et que du coup, mon business, il est en train de grossir de manière assez stable et que j'ai pas encore eu le temps de tout déléguer. Et aussi, il y a un peu de complexité parce que j'ai des grandes ambitions, mais ça pourrait être beaucoup plus simple. Si je décidais de tout couper, ça fonctionnerait quand même très bien. Et à l'avenir, j'aurai moins d'appels et moins de choses à gérer parce que l'objectif, c'est de tout le déléguer pour que ça tourne sans moi aussi. Donc aujourd'hui, comment est-ce que j'organise mon temps? C'est vrai que je fais pas mal de choses. Attends, je vais regarder mon emploi du temps. Allez. Comme ça, on va voir de manière très claire. Déjà, T'as combien d'appels par semaine en moyenne? ça dépend en fait de quel genre d'appel. Si c'est des appels de déclic, je peux en avoir entre, on va dire 5 ou 10. Si c'est des appels avec mon équipe, je peux en avoir là
Cette semaine, j'en ai 4. Des appels de coaching, ça, c'est vraiment très variable. Mais par exemple, je veux vraiment faire des coachings de groupe parce que moi, déjà, j'adore passer du temps avec mes clients et j'adore la relation avec les gens, en fait. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Déjà, il faut faire un business qui est aligné avec ce qu'on aime faire et et aligné avec ses valeurs. Mais moi, j'adore passer du temps avec mes clients et surtout des coachings de groupe. Donc, toutes les semaines, j'ai au minimum un coaching de groupe. Des fois, il y en a plus. Donc, ça, c'est au niveau des appels. Tout ce qui est prospection, ça, j'ai complètement délégué. C'est-à-dire que j'ai des setters dans mon équipe qui gèrent totalement ça. Donc un setter, c'est quelqu'un qui va discuter avec les prospects par message, c'est ça? Ouais, Pour les exactement. rediriger vers un appel. Exactement. Un setter, en fait, ça vient du terme setting appointment en anglais. Et setting appointment, ça veut dire le fait d'obtenir des rendez-vous à travers des conversations avec des prospects qualifiés. Donc, pour toi, ça va être dans ta communauté sur School ou sur LinkedIn, c'est ça? Ou Instagram? Exactement, en fait. Ça va être sur School, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, c'est vraiment. Donc, tu as quelqu'un qui discute avec les prospects pour toi, pour booker un appel, comme ça, tu n'as pas besoin de gérer le côté faire que les gens prennent un appel. Quelqu'un le fait pour toi. C'est ça. Moi aussi, en vrai, honnêtement, je fais aussi des conversations. J'aime bien aussi discuter avec les gens. Mais mon objectif à terme, c'est que ce soit 100% délégué sur cette partie-là. Ouais. Ensuite, j'ai donc des appels avec l'équipe. Donc ça, pareil, je suis en train de déléguer aussi les appels avec l'équipe pour voir si je suis en train de former un bras droit qui va pouvoir m'aider justement à gérer l'équipe. Et en fait, que moi, je connecte directement avec le bras droit et le bras droit va, on va dire, gérer en fait les différentes personnes dans l'équipe. Donc ça, c'est ma vision à terme. C'est en cours, c'est en train d'être fait. Quoi d'autre? Sinon, la création de contenu, ça c'est quelque chose que j'adore faire aussi, mais il faut que j'arrive à déléguer des parties. Donc j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est responsable de tout ce qui est contenu. Donc il va aller proposer des idées, il va faire le montage, il va poster, il va s'occuper de toutes ces étapes-là. Moi, en gros, je vais me concentrer sur... il va me faire les recherches et moi, je vais faire la validation et le tournage, en fait. Et ensuite, je lui envoie, il monte, il publie, quoi. Ok. Donc là, si je regarde mon emploi du temps, en fait, la majorité j'ai une bonne partie de mon temps, en fait, c'est sur manager l'équipe aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que je délègue aussi la partie management et que moi, je me concentre uniquement sur la partie vision et, on va dire, les valeurs et tout ça, la culture d'entreprise pour, on va dire, motiver l'équipe et les pousser à performer pour qu'on puisse aider plus de clients. Ok. C'est un bon moment pour faire la transition sur la partie équipe qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parce que quelque chose qui nous distingue, toi et moi, c'est on a pris une approche complètement différente. Moi, j'ai une approche solopreneur où vraiment je vais le plus possible, autant que possible, essayer de rester seul. De ne pas déléguer à plein d'humains. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'au final, tu passes plus de temps à t'assurer que les gens font bien ce pourquoi tu les payes que de travailler sur ce qui compte et ce que c'est censé te libérer comme charge mentale, tu vois. Donc moi, je préfère la simplification, l'automatisation, la systémisation, et je vais aller vers la délégation que en dernier recours. Néanmoins, là, je conçois quand même les limites, vu tout ce que je veux faire, le podcast, j'ai aussi le projet de lancer une newsletter, de faire du repurposing, donc à partir du podcast, de faire des clips, des shorts, des choses comme ça, et des miniatures aussi pour les vidéos YouTube. Moi, je ne peux pas tout gérer mentalement, à tout seul. Évidemment, on peut s'aider de l'IA, mais il faut toujours un humain pour gérer l'IA. Tu vois, l'IA, elle peut pas lire dans ta tête, pas encore. Donc, je pense que je vais prendre un peu comme toi, quelqu'un qui m'aide sur la création de contenu, pour faire les miniatures, le montage, etc. Et toi, par contre, dès le départ, tu as voulu créer une équipe. Pourquoi avoir choisi de construire une équipe plutôt que de rester seul, contrôler tout toi-même et plutôt te diriger vers des stratégies de simplification ou d'automatisation? Et quels sont les avantages et les inconvénients à gérer une équipe au quotidien comparé à être tout seul? Parce que tu m'as dit que tu considérais que gérer une équipe, c'était parfois comme gérer des enfants. Ça m'a fait marrer. La réponse est simple. C'est parce que j'adore les humains. Il n'y a pas d'obligation. On n'est pas obligé de créer un business avec des humains. Si on préfère les IA, on peut faire un business avec des automatisations. Mais je pense qu'effectivement, il y a certaines limites. Moi, dès le début, c'était très très clair que je voulais avoir une équipe parce que en fait, j'aime passer du temps avec des humains. Et j'avais pas envie d'être tout seul dans mon coin. J'aime bien avoir cet esprit d'équipe. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, de pouvoir vraiment avancer ensemble. Tu connais le dicton, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et moi, j'avais vraiment cette vision d'être en fait une équipe où on est soudés ensemble, on avance ensemble, on se tire vers le haut. Et du coup, c'est pour ça que j'avais cette vision-là.
Maintenant, sur le fait de gérer des enfants, de gérer une équipe Ouais, comme des enfants. J'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre des gens avec ça va vraiment dépendre des gens que tu vas embaucher. Par exemple, la personne avec qui j'ai commencé à collaborer récemment, qui se reconnaîtra et qui écoutera sans doute ce podcast, je trouve qu'elle est absolument incroyable. Elle m'enlève une charge mentale de malade et genre elle est totalement autonome et j'ai rien besoin de dire. Et c'est absolument insane. Franchement, en fait, il s'est bossé avec les bonnes personnes. Mon monteur vidéo, qui est aussi responsable de la partie contenu, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble quasiment. Et au début, en fait, on a commencé comme doucement. Et au fil du temps, il a pris de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, il peut quasiment faire tout seul. J'ai quasiment rien besoin de lui dire. Je crée un contenu. J'envoie le contenu sur Asana, qui est un outil de gestion de projet. Et lui, directement, il va monter la vidéo, il va me la renvoyer. J'ai plus rien besoin de lui dire. Et comment est-ce que ça a fonctionné? Simplement parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, on a pris des habitudes. Et moi, je vois ça un petit peu comme un couple, tu vois. Quand tu es en couple au début, peut-être que tu vas avoir des différences, tu vas pas forcément, tu vas avoir des problèmes de communication, tu vas galérer. Et peut-être tout simplement que c'est pas la bonne personne et que tu dois changer de personne, en fait. Donc, ouais. quand tu as l'impression de gérer des enfants, c'est sans doute que c'est pas la bonne personne. Moi, je cherche des gens qui me font gagner du temps, qui sont autonomes, qui sont alignés avec nos valeurs, qui passent à l'action rapidement, qui sont professionnels, qui sont honnêtes. Et du coup, si on n'est pas aligné avec les valeurs, simplement, on n'est sans doute pas fait pour travailler ensemble. Hmm. Et donc, du coup, déjà, c'est d'avoir des personnes qui sont alignées sur tes valeurs. Donc, peut-être l'étape numéro 1, c'est de définir tes valeurs. C'est quoi les valeurs de ton entreprise? Une fois que tu connais tes valeurs, sur toutes les pages de recrutement et de candidature sur mon site internet, j'ai une vidéo qui présente mes valeurs. Je cherche des personnes qui correspondent à ces valeurs-là. Si vous n'êtes pas aligné, un peu comme les prospects, c'est pas la peine de postuler. On n'a pas envie de bosser avec vous. Par contre, si vous êtes aligné avec ces valeurs-là, vous pouvez postuler. Et dans ce cas-là, déjà, ça fait un tri énorme de toutes les personnes Hmm. avec qui vous pourrez bosser. Ah, c'est pas Si tu mal veux avoir ça, c'est pas une, mal. ouais, ouais. Si tu veux une excellente ressource sur le sujet, un livre qui est absolument exceptionnel, qui explique exactement comment faire ça, c'est le livre Traction de Gino Walkman, Traction en français. Et du coup, donc de définir tes valeurs. Et ensuite, ça fait le filtre sur les gens et ensuite de passer du temps à sélectionner les bonnes personnes. Un peu comme un couple où au début, tu vas rencontrer une personne, tu vas dire ah, c'est trop bien, c'est la femme de ma vie. Et en fait, tu te rends compte que vous n'êtes pas aligné et en fait, tu vas avoir plusieurs expériences jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne et que tu te dises avec cette personne-là, j'ai envie de faire ma vie. En tout cas, en théorie, dans le business, c'est pareil. Comme toi, par exemple, tu as collaboré avec Jérôme, ça s'est super bien passé, mais tu avais eu d'autres expériences avant qui s'étaient moins bien passées. Et en fait, avec Jérôme, tu t'es dit, avec lui, j'ai envie de bosser, avec lui, j'ai envie de faire un truc qui va être long terme, qui va être stylé et on va construire quelque chose ensemble. Mais en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne bien sur mon business avec lequel je suis associé avec Jérôme, je pense, alors déjà, humainement, ça matche très bien, on s'entend super bien, mais aussi, il y a le fait qu'on soit sur un pied d'égalité. On est associé à 50-50. Et là où j'ai beaucoup de mal, par le passé, c'est en fait, je déteste être subordonné à quelqu'un ou être en position hiérarchique supérieure de quelqu'un. J'aime pas donner des ordres. Et du coup, j'ai l'impression d'être très mauvais là-dedans, de devoir gérer des gens. Et ça me génère beaucoup d'anxiété de devoir déléguer. Et j'ai toujours cette objection, où je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de faire un recrutement, de faire des appels, trouver la bonne personne, puis ensuite il faut la former pendant des semaines, des mois, repasser derrière, vérifier qu'elle a tout bien fait, etc. Est-ce que je foutrais pas juste une IA à la place, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être pas possible pour tout, mais après, c'est vraiment une question de profil. C'est vrai que toi, j'ai pas l'impression que si demain tu pouvais remplacer ton équipe par une IA, tu le ferais. Parce que peut-être que c'est le contact humain, justement, qui te stimule. Tu as besoin d'être avec des gens et tu te sentirais peut-être un peu seul avec une IA. Moi, au contraire, j'ai une personnalité un peu autiste et un peu antisociale parfois. Et je te jure, ça m'angoisse. En fait, ça m'angoisse de. Je pense que ce qui me. Je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais moi, ce qui me pèse le plus quand je recrute, et j'ai souvent essayé de recruter, finalement je me suis retiré de la collaboration assez vite, c'est parce que je déteste le sentiment que les gens ont des attentes sur moi. Par exemple, quand tu engages quelqu'un, forcément la personne va s'attendre à ce qu'on va collaborer, ça va être super, je vais être bien payé, machin. Et moi, je ressens très vite le poids de ces attentes
où la personne s'attend à ce que je lui explique tout comment faire, ce qui est normal. Mais d'un autre côté, moi, je le vis assez mal, ça. J'ai envie juste qu'on me foute la paix de ne pas être sollicité. C'est les sollicitations des gens que je vis assez mal. Et forcément, quand tu as une équipe, bah, il faut passer du temps pour les former jusqu'à ce qu'elles soient autonomes. Et peut-être que tu arrives à ce moment-là. Moi, avec Jérôme, ça fonctionne très bien parce qu'on a chacun notre propre zone de responsabilité. Lui, c'est sur la technique et moi, c'est sur la vente, la vision, le marketing. Et donc, on n'a pas à interférer l'un dans l'autre. On n'a pas d'attente chacun par rapport à nos responsabilités. Mais ça, c'est vraiment le blocage que j'ai par rapport à l'équipe et je vais devoir m'y confronter encore parce que l'année prochaine, comme je t'ai dit, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me fait des montages, qui me fait des clips de mes interviews, qui me fait des miniatures YouTube aussi, parce qu'il y a tellement de choses à maîtriser que moi, je ne peux pas tout apprendre moi-même. Ou alors tout faire en mode minimaliste. Je peux simplifier, mais il y a quand même des choses où tu as besoin d'aide. Donc voilà, comment est-ce que toi, est-ce que déjà toi, tu comprends là ce que je dis? Donc c'est ce poids des attentes des gens et des sollicitations constantes qui peuvent être oppressantes. Et comment est-ce que tu gères ça? Ouais, ouais. Bah, il y a deux manières de faire en fait. La première, c'est par exemple de payer les gens en fonction de leurs résultats. Du coup, ils se sentent plus impliqués dans la boîte. Et du coup, tu n'es pas vraiment sur un piédestal ou vous êtes plus sur un pied d'égalité parce que tu dis, si tu m'aides à générer tant de résultats, bah, tu auras tant de revenus en plus. Par exemple, tu peux mettre un fixe et de payer à la commission en plus en fonction des résultats que la personne elle obtient. Et je trouve que ça égalise un peu plus la personne parce que tu lui dis, ben voilà, on est dans le même bateau, je suis pas ton boss, en fait, on est juste des collaborateurs. Et moi, je veux que tu performes. Moi aussi, je vais me donner à fond. Mais du coup, si toi, tu réussis, ben moi, je réussis et tout le monde réussit. Et donc, la première manière de faire, je pense, c'est de payer avec une commission ou d'avoir un incentive qui pousse la personne à être vraiment motivée comme si c'était son propre business. Parce que sinon, elle a l'impression, elle se dit, bon, bah voilà, je m'en fous un petit peu, je vais faire ça à l'arrache et elle est moins motivée. La deuxième manière de faire, c'est d'avoir quelqu'un justement qui peut gérer le business pour toi du point de vue du management. Parce qu'il y en a plein des entrepreneurs qui veulent développer leur business, mais qui n'ont pas forcément cette compétence de management ou qui ne veulent pas la développer ou que ça ne fait pas partie de leur personnalité de base et qui veulent simplement quand même développer un plus gros business. Et dans ce cas-là, c'est de trouver quelqu'un qui peut faire ce job-là, qui peut manager ton équipe. Et potentiellement, ça peut être la première personne que tu recrutes, c'est quelqu'un qui est très autonome, quelqu'un que tu considères comme ton égal, qui peut être potentiellement ton bras droit dès le début, qui peut être ton assistant opérationnel, qui peut faire le montage, qui peut faire toutes les tâches que tu peux pas faire. Ben en fait, limite, c'est vraiment ton bras droit. Et je pense que la première personne que tu pourrais recruter, ça serait cette personne-là, qui pourrait vraiment tout gérer comme toi, en fait. Et tu lui files un pourcentage sur le business, là, pour le coup. Ben, ce que je fais, moi, en tout cas, c'est d'avoir un fixe. Si possible, d'avoir un fixe qui est un peu plus élevé que ce que tu paierais normalement. Et ensuite, d'avoir un pourcentage, par exemple. Si la personne, elle gère un lancement, bah, tu lui donnes un pourcentage sur un lancement. Si la personne, elle gère une partie tu vois, qu'elle soit motivée ou sinon, faut faire attention de ne pas donner un trop gros pourcentage, j'ai envie de dire, parce que sinon tu te retrouves dans une situation où tu peux le regretter plus tard. Mais peut-être de mettre un fixe qui est un peu plus élevé et un petit pourcentage sur les tâches qu'elles soient motivées en fait à passer à l'action. J'ai quand même l'impression que quand tu veux construire une équipe, peu importe que tu sois social ou antisocial, c'est quand même nécessaire d'endosser le rôle de leader, de porter la vision, de savoir la communiquer. Après, il y a peut-être différentes manières de le faire, mais si tu recrutes quelqu'un et que tu lui communiques pas la vision, qu'est-ce que tu attends, vers quoi on va aussi, quel est l'objectif, probablement que la personne elle va juste s'en foutre un peu, faire le strict minimum. Donc j'ai quand même l'impression que c'est obligatoire, quelque part, d'endosser ce rôle de leader, bien que il y ait différents archétypes de leader. Tu peux être introverti et être un leader, comme tu peux être super extraverti et être tout le temps en contact des gens. En fait, un leader, c'est pas forcément un manager, et un manager, c'est pas forcément un leader. Donc un leader, c'est quelqu'un qui va justement donner la direction, la vision, les valeurs et la mission de l'entreprise, qui va vraiment donner la direction. Et ça, je pense que le fondateur, il peut pas passer à côté de ça. C'est vraiment le rôle du fondateur de donner la vision du business. Maintenant, le rôle du manager, c'est quelqu'un qui va potentiellement gérer l'équipe. Ça peut être le fondateur, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Du même auteur
Traction, que je disais juste avant, tu as un livre qui s'appelle Rocket Fuel, qui explique justement le rôle de l'intégrateur, c'est justement de manager l'équipe et d'être... en fait, chaque entrepreneur a besoin justement de détacher ce rôle de manager du rôle de leader, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout faire en fait. Et surtout, si c'est pas dans ta personnalité, vaut mieux avoir quelqu'un qui s'occupe du management et toi, tu donnes la vision. Et donc, c'est vraiment de décorréler les deux. Donc, dans un premier temps, peut-être que tu as besoin de faire un peu de management, mais je pense que c'est surtout de trouver la bonne personne qui peut endosser ce rôle rapidement. Et donc, quand tu chercheras un bras droit, si un jour tu veux le faire, c'est vraiment de chercher quelqu'un qui pourrait prendre ce rôle de manager pour la suite. Comme ça, tu te dis que la première personne que tu embauches qui est vraiment, on va dire, bien dans ton équipe, elle pourra justement gérer les recrutements, les attentes, etc. Comme ça, toi, tu n'auras pas besoin de le faire pour la suite. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais de l'ambition de créer quelque chose de gros. Comment est-ce que tu vas surmonter ce blocage temporel normal? Tu n'as que 24 heures dans une journée, donc tu peux prendre qu'un nombre limité. Tu as mentionné les appels de groupe, peut-être que c'est ça, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu vas moins faire de coaching one-one, ce qui peut-être est ce que le marché veut aussi. Donc comment est-ce que tu réfléchis, ou est-ce que tu envisages peut-être de recruter des coachs? Comment tu scales une activité de coach high ticket au-delà de ton temps disponible, qui est de 24 heures par jour? Effectivement, une des premières choses, c'est de faire du coaching de groupe, de proposer des coachings de groupe, de créer des systèmes pour que ce soit délégable et que, en fait, je pense que dans un premier temps, tu peux pas passer... tu peux pas dire je vais passer de j'ai pas de business à je vais scaler et créer un truc totalement automatisé. Tu es obligé de passer par l'étape je dois tout faire moi-même pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne, comment t'aides tes clients, etc. Et une fois que tu as, on va dire, bien compris les leviers, les trucs qui font qu'un client va réussir à obtenir des résultats, là, tu peux créer, par exemple, des SOP. Donc, des SOP, c'est des processus. Donc, tu expliques, en fait, dans des vidéos ou dans des documents, exactement le système de comment, par exemple, délivrer des résultats, comment coacher des gens, comment faire des appels de vente, comment faire de la prospection. Et en fait, tu vas tout processiser, tout ce qui se trouve dans ton business. Par exemple, comment, tu vois, récemment, j'ai fait une SOP sur comment mettre en ligne le programme sur School pour que mon monteur vidéo, il ait juste à suivre la SOP, il suit les vidéos et en fait, il fait tout seul. Et du coup, la suite logique du business, c'est de tout processiser pour que ton business, en fait, il puisse potentiellement tourner sans toi. Mais pendant une période, en fait, tu as l'impression de perdre du temps parce qu'en fait, tu dois faire tes actions et en même temps, tu dois créer des SOP. Et une fois que c'est fait, tu peux juste donner les SOP aux gens. Tu dis, voilà, tu suis les instructions et la personne, elle peut le faire par elle-même. Donc, c'est comment, on va dire, scaler un business de coaching. Ça serait de créer des SOP, de créer des process et de trouver les bonnes personnes qui peuvent faire ces tâches-là. Et moi, les premières tâches que je délègue, c'est je me pose la question, qu'est-ce que j'aime pas faire déjà? C'est la première chose, c'est comment est-ce que je peux faire moins de ce que j'aime pas et plus de ce que j'aime bien? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? La prospection. Je déteste envoyer des messages. J'ai la phobie des inbox. Ouais. J'ai l'impression que tu n'es pas le seul. En fait, je déteste les inbox, je déteste les messages. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Et donc, tout ce qui est message au format texte, j'ai juste envie de le bannir de ma vie. Les emails, etc., ça, c'est mon cauchemar. Et du coup, qu'est-ce que j'aime bien faire? Moi, c'est justement parler avec des vrais humains. Ça, j'aime bien. Donc, les coachings de groupe, ça, c'est cool. Parler avec Emilio, faire des podcasts, faire du contenu, ça, je kiffe. Ça, j'adore. Donc, en fait, j'ai fait en plus, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait ça. La liste de toutes les tâches que j'ai fait, j'ai pris mon Toggle Track. Toggle Track, c'est un outil de tracking de mon temps. J'ai pris toutes les tâches que j'ai fait pendant une année. Je les ai mis dans Claude et je lui ai demandé j'ai envie de me décharger de mes tâches. Aide-moi à les classer. Pose-moi des questions sur qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas. Et pour savoir quoi déléguer. Et du coup, tout ce qui est clairement setting, prospection, ça, je dégage. Et une fois qu'en fait j'ai fait un peu le bilan complet de mon audit de mon temps, la question ensuite suivante, c'est par rapport à ce qui reste, qu'est-ce qui fait gagner de l'argent, qu'est-ce qui n'en fait pas gagner? Si je dois couper des choses, je vais couper les trucs qui ne font pas gagner d'argent. Mais dans un premier temps, c'est d'abord qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime pas faire. Super. Bon, on va passer sur des sujets un petit peu plus lifestyle, où déjà, parlons un peu de productivité. Il y a un truc qui m'a fait trop marrer chez toi, c'est à un moment donné, on déjeunait, et dans la conversation, comme ça, on parle de Donald Trump. Et c'était, je crois, 3 mois après qu'il ait été réélu, donc début 2025.
et toi, tu n'étais même pas au courant. Ça faisait 3 mois qu'il y avait un nouveau président américain et t'étais pas au courant. Mais je disais, mais comment c'est possible? Le mec vit dans une grotte ou quoi? Et en fait, c'est parce que tu as une doctrine très stricte vis-à-vis de l'actualité. Tu te coupes complètement de l'actualité, à un point que je n'envisageais même pas possible. C'est-à-dire vraiment, il y a rien qui n'atteint ton cerveau. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est juste que tu t'en fous ou tu veux rester dans ta petite bulle de focus? Est-ce que c'est une méthode de productivité que tu as? C'est complètement une méthode de productivité et c'est un choix délibéré. En fait, si tu as lu le bouquin La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, il explique en gros que si tu te coupes des infos, de toute façon, tu auras toujours quelqu'un qui va venir te donner les news et si c'est quelque chose d'important, tu auras toujours les nouvelles par quelqu'un d'autre. Et moi, je l'ai pris un peu au pied de la lettre, version un peu extrême. Et j'ai décidé. Je me suis dit, ah ouais, c'est une putain d'idée. Moi, pareil, je trouve que les informations, pour moi, c'est du brouillard toxique. J'ai pas besoin de savoir exactement qui a été élu, c'est quoi le président de tel pays, de machin, etc. Ça m'intéresse pas. Et donc, je me crée cette petite bulle mentale volontairement pour ne pas, en fait, pour me concentrer sur les trucs qui sont les plus importants pour moi dans ma vie. Et donc, s'il y a un tsunami à un endroit et que je risque ma vie, je sais que mes proches me préviendront. Mais j'ai pas du tout envie de moi-même aller faire la démarche d'aller chercher les informations parce que, en fait, le 99% des informations, c'est du contenu toxique et négatif. Et j'ai assez de problèmes à gérer dans ma vie. Je préfère me concentrer sur gérer des vrais problèmes que des problèmes imaginaires ou des trucs que je peux pas régler. Ouais. C'est aussi un peu lié à la pensée stoïcienne, tu sais, de dire on se concentre sur les choses sur lesquelles on peut agir et laisser couler les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. J'ai pas Ouais, envie de bien sûr. remplir mon cerveau de choses sur lesquelles je ne peux pas agir, en fait. Et je pense que tu as complètement raison d'un point de vue pragmatique. C'est la meilleure chose à faire. Moi, je m'informe un peu, mais je regarde juste une vidéo qui fait le résumé des news toutes les semaines, parce que je trouve ça aussi intéressant. C'est un peu comme suivre une série, quoi, mais c'est dans la vraie vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la géopolitique. La politique nationale, je n'ai rien à foutre. Je trouve que c'est un cirque de guignols. Mais quand c'est à l'échelle internationale, il y a des choses intéressantes à comprendre sur comment le monde fonctionne. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça va rien changer à ta vie. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et autant mettre toute ta bande passante mentale sur les choses que tu peux contrôler, à savoir ton business, ta vie personnelle, ton épanouissement au quotidien, etc. Aussi, autre chose intéressante chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui investit massivement en lui-même. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as payé pour ton dernier coaching? Oui, totalement. J'ai payé 16 000 $ pour 4 heures de coaching. Ah, 4 heures! Ouais. Je croyais quand même, je savais que tu avais payé 16 000, mais je pensais que tu avais eu un truc sur 6 mois intensif pour ce prix-là. Juste 4 heures! Pour, Tu t'es fait coacher par Tony Robbins ou quoi là? Non, mais ça valait le coup. En fait, c'était 1 heure de coaching par mois, donc pendant 4 mois, mais avec des feedbacks illimités en asynchrone, en fait. Donc, l'heure de coaching spécifique, c'était 4 heures, 1 heure par mois. Non, pour moi, en fait, c'est évident. En fait, si tu veux pouvoir atteindre un certain niveau dans ta vie, surtout quand tu veux lancer un business, tu pars de zéro, tu n'as aucune connaissance, tu n'as rien. En fait, la seule manière de pouvoir de t'améliorer, c'est d'investir en toi. Et effectivement, tu peux trouver toutes les informations en ligne aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, tu tapes le truc et tu vas trouver des informations sur, je sais pas moi, quel business modèle lancer, comment faire une campagne de pub ou du contenu. Mais si tu veux un raccourci pour aller le plus rapidement possible pour atteindre tes objectifs, ce qui est mon cas, et pour moi, ça fait totalement sens d'investir en moi. Effectivement, c'est des gros investissements. J'avais envie de voir ce que ça fait de payer 16 000 $ pour 4 heures de coaching, voir si ma motivation, elle était vraiment à son maximum, voir si j'étais plus investi émotionnellement, tester mes propres méthodes sur moi-même. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les résultats sont là, puisque quand j'ai investi en moi, je me suis jamais donné à fond autant pour un coaching, pour avoir des résultats, avec si peu de coaching en fait. Parce que tu prends chaque mini-goutte de conseils que la personne te dit
comme quelque chose de fantastique et tu as vraiment envie d'appliquer tout ce que la personne te dit, tu te dis, ben, pour ce prix-là, je peux pas ne pas appliquer en fait. Je vais quand même me faire un petit peu l'avocat du diable, mais il y aura probablement des gens qui vont penser, quand même, 16 000 balles, est-ce que, dans le fond, c'est pas une douille? Est-ce que ça vaut vraiment autant d'argent, tu vois? Est-ce que tu n'aurais pas pu avoir exactement le même résultat pour, je sais pas, 2000 balles? Mais la question, c'est est-ce que je me serais donné autant à fond? Est-ce que j'aurais eu la... Est-ce que j'aurais eu les mêmes résultats? Est-ce que je me serais donné autant à fond? C'est possible que non. Je n'ai pas la réponse exacte. Tu penses que ton investissement est proportionnel de manière linéaire au prix que tu payes? Hmm. Bah, en fait, ça dépend à qui tu t'adresses en fait. Là, pour moi, c'était un coach qui était vraiment avancé, qui avait vraiment les connaissances et le niveau de là où je voulais être. Donc pour moi, son prix, il est justifié par rapport au niveau là où je veux être en fait. Parce que si tu prends un conseil, imaginons tu payes 4 000 euros par mois. Enfin, c'était mon cas pendant 4 mois. 4 000 dollars par mois. Imaginons, il me donne un seul conseil par mois qui me permet de générer un client de plus. Bah, en fait, chaque mois, c'est rentable. Et en fait, si il me donne un conseil qui me permet de signer 2 clients de plus, bah, je rembourse l'investissement tous les mois. Et sachant que là, c'est juste sur la durée de l'accompagnement. Mais si c'est le cas pendant les 10 prochaines années, bah, en fait, c'est largement rentable par rapport à mon business model et par rapport à ce que je propose. Et aussi, pour moi, c'est pertinent de le payer ce prix-là parce qu'il est déjà au niveau où je veux être, en fait. Il fait exactement ce que je veux faire. Et donc, bah, pour moi, ça fait sens de payer quelqu'un qui est au niveau où je veux aller. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est effectivement essentiel d'investir en soi. Moi-même, j'ai investi à plusieurs reprises dans des coachings et même là, actuellement, je suis en train d'en suivre un, assez cher d'ailleurs. Je pense néanmoins que ça peut avoir ses limites. Investir en soi, voilà, il faut investir en soi, investir en soi. Je pense que à certains moments, c'est plus une fuite en avant où tu vas te dire, bah là, je galère, je suis dans le brouillard, je sais pas quoi faire, donc allez, j'investis en moi, je prends une méga formation ou je prends un coach, alors que c'est pas forcément de ça dont tu as besoin. Je pense que quand tu prends un coaching cher, il faut vraiment être très clair avec toi-même. Qu'est-ce que j'attends de ce coaching? Quels sont mes objectifs précis? Pourquoi je veux cette personne? Comment est-ce que je vais rentabiliser? Il faut qu'il y ait une clarté absolue. Si c'est juste, ah bah là, je sais pas quoi faire, je suis paumé, je suis dans le brouillard, donc je vais prendre un coach en espérant qu'il va me sauver, je pense que c'est une mauvaise approche et que là, tes 10K, il vaut mieux les mettre dans la bourse. Donc je pense que ce truc de il faut investir en soi est très vrai dans une certaine mesure, dans un certain cadre. Après, il y a quand même des moments où je pense il y a aussi des douilles, ou alors juste le contexte ne s'y prête pas, où la personne est juste là pour te charger un truc ultra cher, très 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 high ticket, et finalement, bon, tu aurais peut-être pu avoir les mêmes résultats pour 10 fois moins. Ou même juste en te bougeant le cul ou en te posant avec un papier, un stylo et en clarifiant tes objectifs, quoi, tu vois. Pas besoin de payer. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même, modérer les propos. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord, hein. En fait, le problème du high ticket, pour être transparent avec toi, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser cette excuse pour vendre des accompagnements qui pourraient être vraiment nuls. C'est pas le cas de mes clients parce que bah, moi, dans les valeurs que je transmets, et ça fait partie de mes valeurs fondamentales, c'est vraiment l'obsession client. Et donc, tout au long de ce que j'enseigne à mes clients, c'est comment délivrer un maximum de valeur et de transformation à ces clients. Mais il y a des gens bah, qui ne sont pas mes clients, du coup, et qui vont se lancer dans le high ticket et qui vont juste essayer d'utiliser ce prétexte pour douiller les gens qui vont vendre un truc super cher. Et moi, personnellement, je refuse de travailler avec des gens comme ça. Mais du coup, ça demande de faire quelques recherches avant de travailler avec ces gens-là. Enfin, avant d'investir en soi, il faut quand même faire des recherches. Si c'est quelque chose à 50 euros, en général, tu dis, bon, bah, là, peu importe, tu vois, dans le pire des cas, j'ai perdu 50 balles. Quand tu fais un véritable investissement, bah, moi, je sais que quand j'avais investi, j'avais regardé un peu plus sur cette personne-là, etc., pour voir si c'est la bonne personne pour m'accompagner. Bon, honnêtement, si je veux rajouter un petit truc là-dessus, honnêtement, c'est vrai que j'ai investi assez rapidement chez elle parce que j'ai aussi le truc dans ma tête de me dire, si tu veux attirer des gens qui sont prêts à investir dans ton propre programme, bah, faut être capable d'investir en toi. Parce que si en fait tu refuses d'investir, on va dire chez les autres, bah, en fait tu as aussi ce syndrome de l'imposteur de dire bah voilà, moi si moi-même je le fais pas, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi? Et donc c'est aussi pour ça que tu vois moi personnellement ça m'a débloqué des fausses croyances en fait, de dire bah voilà si moi-même je suis prêt à investir 16 000 dollars dans un accompagnement, bah en fait je suis totalement légitime pour pouvoir vendre une offre qui est au moins 3 fois moins chère, voire moins.
pour aider des gens. Parce qu'en fait, si moi-même, j'investis pas en moi, comment est-ce que je peux être crédible et comment est-ce que, tu vois, je peux moi-même demander aux gens d'investir chez moi. Et du coup, Mhm. pour les gens qui veulent se lancer, en fait, je leur dirais la même chose. Il y a plein de gens qui n'ont jamais investi en eux, ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas crédibles. Et du coup, c'est de commencer par investir en soi pour que les gens investissent en eux, en fait. Tous les marchés ont un côté obscur. Il y a des gens comme toi et moi qui ont à cœur de faire du bon travail et que leurs clients soient contents et des résultats. Mais il y a aussi des gros connards sans scrupules qui utilisent des tactiques de manipulation sombre. Comment est-ce qu'on identifie ce genre de pingouin dans le coaching high ticket? Quels sont les red flags, les signaux d'alarme où il faut fuir, ou les tactiques obscures qui sont couramment employées dans ce milieu et qui niquent la réputation des coachs qui font bien, tu vois, parce qu'il faut quand même savoir identifier et faire la séparation entre ceux qui font du bon travail et ceux qui sont juste là pour douiller les clients. Moi, je dirais, là, par exemple, récemment, j'ai eu des feedbacks d'un accompagnement de coaching de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, qui est à Dubaï. Et l'accompagnement était nul à chier. Et la personne était méga déçue. Je me dis, bon, ça peut arriver une fois d'être déçu, c'est pas, voilà, ça peut arriver. Mais quand j'entends 3 personnes différentes qui ont investi dans son programme et qu'elles me disent que c'est nul à chier et qu'elles sortent de l'accompagnement et qu'elles savent rien faire concrètement, qu'elles n'ont aucun résultat et que les personnes sont méga déçues parce que tu peux ne pas avoir de résultat, mais tu dis, bon, voilà, ça va venir. Là, je me dis, c'est un red flag. C'est pas forcément facile de trouver ces personnes-là, mais ça donne une bonne indication sur est-ce que l'accompagnement est nul ou bien. On va passer au sujet suivant qui m'intéresse beaucoup. C'est par rapport à l'intelligence artificielle. Je sais que tu utilises beaucoup l'IA. Tu as même animé une chaîne YouTube sur l'IA au tout début quand ChatGPT est sorti, la chaîne IA Mania que tu as mentionnée. Aujourd'hui, dans ton business, où est-ce que l'IA te fait gagner le plus de temps? Le premier qui est genre juste, c'est sûr à 100% que c'est le numéro un, c'est la prospection. J'ai créé des agents IA qui qui répondent exactement dans mon style d'écriture, qui fonctionnent vraiment hyper bien. Bien sûr, c'est pas automatique, hein, c'est pas genre tu cliques et la personne ça fait tout seul. Mais c'est le truc numéro un où ça a le plus gros impact pour moi. D'autant plus que je suis quelqu'un qui aime pas envoyer des messages. Donc moi, c'est un Ouais, tu no-brainer, nous as dit. c'est juste insane. Le numéro 2, je dirais que c'est en ce moment, ça m'a aussi beaucoup aidé sur la mise à jour de mon programme. Pas que c'est l'IA qui va générer toutes mes idées, loin de là, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt pour m'aider à condenser les idées, pour vraiment les organiser. Un peu comme quand je crée du contenu, ça m'aide en fait, j'ai un input, c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est l'idée de base. Ensuite, je le donne à l'IA, je trifouille un peu, j'ai plein de prompts, de méthodes, etc., qui vont m'aider, on va dire, à organiser mes idées. Et à la fin, il y a l'output qui sort et moi, je vais remodifier pour être sûr que ça corresponde exactement par rapport à ce que je veux. Et que ce soit la création d'un programme ou que ce soit de la création de contenu. Le troisième, je dirais que c'est, là, c'est assez évident aussi pour moi, c'est pour prendre des décisions. En fait, récemment, j'ai créé je vais dire un GPT pour simplifier, mais en fait, c'est un projet sur Claude parce que je préfère Claude actuellement. Et dans le projet, en fait, tu sais, tu peux donner des ressources dans le projet que tu lui Ouais. donnes un insight et il va répondre par rapport à ça. Et en fait, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Clear Thinking de Shane Parrish. Donc, c'est un livre pour prendre des décisions. Du coup, j'ai mis ce livre-là dans les ressources. Et ensuite, dans les instructions, j'ai dit aide-moi à prendre des décisions en te basant sur les concepts du livre Clear Thinking en ressources et exprime-toi comme si tu étais un conseiller expert en prise de décision et en clarté mentale. Comme ça, tu vas utiliser tous les frameworks du livre et tu vas me répondre pour m'aider à prendre des bonnes décisions. Et j'avais des grosses décisions qui étaient très importantes au cours des derniers jours. Et il m'a vraiment challengé sur justement les embauches, les machins, etc. Et c'est beaucoup mieux que de simplement discuter avec ChatGPT ou avec l'IA parce que là, il a un vrai framework de prise de décision. Et quand tu arrives à un certain stade dans ton business, les décisions que tu prends, ça peut tout changer en fait. Est-ce que je vais embaucher cette personne? Est-ce que je ne vais pas l'embaucher? Et même sans parler de business, de manière générale dans la vie, des décisions, une décision peut changer ta vie entre gauche ou droite. Qui est mon conjoint? Où est-ce que je vais vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Ça, c'est des décisions. C'est les 3 décisions qui peuvent le plus changer ta vie. Et du coup, tu vois, clairement, ce genre de décisions, tu les prends pas à la légère. Tu prends vraiment le temps d'y réfléchir. Où est-ce que j'habite? Qui est mon conjoint? Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Et donc, ce genre d'outil, c'est vraiment, là, tu vois, c'est le meilleur outil que j'ai créé pour prendre des décisions jusqu'à présent. Ok.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA dans son processus de réflexion, tu passes à côté de quelque chose. Et quelqu'un qui utilise l'IA a un gros avantage. C'est même par exemple Satya Nadella, le PDG de Microsoft, il dit maintenant mon processus de travail, c'est de réfléchir avec l'IA et de travailler avec mes collègues. Donc même lui, un PDG d'une des plus grosses entreprises du monde, il passe sa journée à réfléchir avec l'IA au lieu de faire des réunions d'humains qui discutent, et il discute avec l'IA parce que l'IA est incroyable pour t'apporter de la clarté mentale dans tous les domaines. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si tu as déjà testé ça, mais j'ai commencé à faire ça cette année, c'est que régulièrement, je vais écrire comme dans un journal où je vais développer mes problématiques business du moment, étaler ma réflexion, mes projets, mes idées. Je vais tout mettre dans une seule note, une note de journal. Et ensuite, cette note-là, je vais la donner à l'IA. Et ensuite, je peux poser toutes les questions que je veux poser. Elle a le contexte, elle comprend ma logique de réflexion, mes blocages, elle peut identifier des schémas que moi je vois pas. C'est comme si elle avait accès à un flux de conscience par rapport à mon business, que je ne vais pas donner des trucs perso, je peux parfois, mais là c'est plus par rapport au business. Donc elle a accès à mon flux de conscience business sur là toute une année, là je l'ai fait toute l'année et je continue à le faire. Et c'est assez incroyable, ça peut aussi faire émerger des idées, des choses très précises. Et ce qui est incroyable avec l'IA, c'est le côté ultra personnalisation. C'est que le contenu que te génère l'IA, il est fait pour toi, pour ta situation précise, elle comprend exactement tes problématiques. Et ça, pour moi, c'est complètement différent de lire un livre, par exemple. Je dis pas qu'il faut pas lire des livres. Les livres, c'est génial parce que ça te permet aussi de découvrir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu faisais juste des conversations avec une IA. Il y a aussi une structure que l'auteur a pensée. Ça te permet aussi de t'évader si tu lis des romans. Néanmoins, pour la résolution de problèmes, quand tu as un problème précis, il n'y a rien de mieux que l'IA. Si aujourd'hui, je veux apprendre, par exemple, le management, je pense que je lirai aucun livre sur le management. Je pense que je demanderai à l'IA, je poserai mes questions pour vraiment aller creuser, tu sais, mon trou de lapin là, dans ma curiosité personnelle, sauter d'idée en idée pour tout comprendre. Mais pour moi, tu sais, je parlais souvent de ce business model de synthétiseur de connaissances, où tu vas explorer ta curiosité. Et pour moi, l'IA, c'est vraiment le meilleur outil pour explorer ta curiosité. Il y a un sujet qui te vient en tête, bah, tu peux poser des questions, tu peux rebondir, un peu comme quand tu lis Wikipédia. Tu sais, tu lis Wikipédia, par exemple, sur, je sais pas, le Moyen Âge. Et bah, tu peux, bah, tiens, il y avait tel roi qui était au pouvoir au Moyen Âge, tu vois la biographie de ce roi-là, et puis tu as plein d'autres liens vers des autres références. Bah, l'IA, c'est un peu comme ça, sauf que tu peux choisir, toi, sans qu'il y ait d'articles déjà préécrits, ce sur quoi tu veux zoomer, zoomer, zoomer. Après, des fois, ça peut être une distraction. Je pense que tu seras d'accord pour dire ça. Moi, des fois, je pose des questions complètement débiles à l'IA. Je relis mon historique ChatGPT et je me dis, mais je suis con, quoi. J'ai que ça à faire de ma vie que de poser des questions comme ça. Bah moi, je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, justement, je me suis remis à lire pas mal de livres ces derniers temps. Et en fait, le problème avec l'IA, c'est que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, si tu poses des questions uniquement sur ce qui te vient dans ta tête, bah, tu vas te dire oui, donc comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on fait ça. Mais le problème, c'est que vu que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, bah, tu ne vas pas poser des questions sur les domaines que tu ne connais pas. Et par exemple, pour l'exemple que tu as pris du management, par exemple, bah, y a des livres qui donnent des principes premiers ou des concepts que tu n'aurais pas pu imaginer dans ta tête et du coup, tu n'aurais pas posé des questions sur le sujet. Et du coup, tu n'aurais pas eu les mêmes insights sur cette thématique-là que si tu avais décidé de lire le livre et ensuite de prendre ce livre-là et de poser des questions à partir des idées que les idées du livre t'ont fait émerger dans ta tête. Moi, ce que je fais pas mal en ce moment, justement, c'est de prendre un livre, de le mettre dans Claude et de lui dire aide-moi à m'imprégner de la philosophie de ce livre ou à appliquer les concepts de ce livre-là. Les livres, par exemple, qui guident mon existence, par exemple, je sais pas moi, L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday ou Essentialisme ou The One Thing ou des livres dans ce style-là. En fait, je les mets dans l'IA et je lui dis aide-moi, pose-moi des questions, mais en te basant sur les ressources du livre. Mais si tu demandes uniquement à l'IA de prendre des concepts, tu vois, de discuter avec lui, le problème, c'est qu'on risque de manquer des choses. Et moi, je l'ai bien vu, par exemple, le livre Traction que je t'ai recommandé tout à l'heure, il te donne des concepts de management
que j'aurais pas imaginé par moi-même si j'avais juste discuté avec l'IA. Et du coup, ça donne, une fois que j'ai ces concepts-là, ensuite, je peux discuter pour aller plus loin et avoir des conversations pertinentes. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, je pense que ça doit compléter. Les deux sont bien ensemble. Moi d'ailleurs, des fois, je lis des livres et il y a un passage qui m'intéresse, sauf que l'auteur n'a pas développé plus que ça cette idée. Bah, je fais copier-coller dans ChatGPT ou dans Claude, et puis je fais un embranchement du sujet du livre et je pars dans ma discussion avec l'IA sur cette idée-là que le livre m'a donnée, que je trouve stimulante, mais je suis resté sur ma faim parce que l'auteur est passé à la suite rapidement, et moi j'aurais voulu en savoir plus. Donc je pense que les deux peuvent très bien fonctionner. Et après, si c'est par exemple quelque chose de pointu comme, par exemple, imaginons demain je veux me mettre à faire des pubs Facebook, bah, je vais demander à l'IA, donne-moi le 20-80 à savoir sur le sujet de Meta Ads. Et j'ai pas envie, tu vois, de me taper un gros bouquin, une encyclopédie où il y a des passages, ça va pas me concerner, ou ça va être trop généraliste. Parce qu'encore une fois, comme c'est ultra personnalisé, l'IA, tu peux avoir seulement ce dont toi tu as besoin. Et surtout si tu lui donnes des fichiers de contexte. Moi, ce que je fais très souvent, comme toi, j'ai un projet Claude où j'ai mon flux de conscience de business, donc toutes mes notes business. Et donc l'IA comprend mon état d'esprit. Et donc elle peut directement me dire ce que j'ai besoin d'entendre sans me distraire avec tout ce qui serait inutile dans mon cas, ou des choses que je connais déjà, ou que je maîtrise, ou qui ne me concernent pas. Ou là où un livre serait quand même une perte de temps. Après, je suis d'accord que tu ne lis pas toujours pour avoir une solution instantanée là maintenant. C'est aussi pour avoir la grande image de ce qu'a voulu communiquer l'auteur. Des fois, c'est aussi plutôt pour le plaisir. Moi, en ce moment, je lis par exemple, mon auteur préféré, c'est Robert Greene. Là, je lis Les 33 lois de la guerre. Et j'adore, tu vois. J'adore. Et à aucun moment, je vais aller demander à l'IA, ouais, quelles sont les lois de la guerre. Bon, ce serait un peu nul. Là, j'adore Robert Greene parce que c'est lui aussi qui va choisir les exemples qu'il te donne. Il prend toujours des exemples historiques. Et donc, tu complètes tes connaissances, ta culture générale sur l'histoire. Et moi, j'adore ça. Tu vois, en plus, c'est des bonnes histoires, des histoires captivantes. Et l'IA, elle t'aurait pas donné ces exemples-là que Robert Greene a choisi. Et c'est pour ça que j'aime bien Robert Greene. Parce qu'il sait choisir des bons exemples pour illustrer les concepts qu'on peut ensuite répliquer dans la vie de tous les jours. On peut faire des parallèles avec la vie sociale, les relations, se connaître soi-même, etc., ou le business. Mais en plus, on complète la culture générale. Après, tu peux peut-être, avec un prompt, cadrer l'IA pour lui demander des exemples historiques. En fait, ce qui est aussi dingue avec l'IA, c'est que on n'a jamais fini d'explorer ces possibilités. Les possibilités de l'IA sont limitées par notre créativité. Et plus notre créativité est grande, plus on peut débloquer de potentiel avec l'IA. Et aussi quelque chose, je pense, qui est une compétence hyper importante aujourd'hui, c'est la capacité à énoncer clairement un problème. Quand tu utilises l'IA pour travailler, si tu te dis, bah tiens, ouais, ChatGPT, là je veux faire ça, 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 t'expliques un peu à l'arrache ce que tu veux faire, il va mal comprendre, le résultat va être mauvais, ça va pas être ce que tu attends. Et tu vas te dire, ouais, l'IA c'est nul, ça marche pas, et j'arrête d'utiliser l'IA. Alors que si tu avais pris un peu plus de temps pour énoncer clairement la problématique, moi par exemple, j'utilise énormément Claude pour réfléchir quand je développe des fonctionnalités dans Tiny Pages. Il faut qu'on développe les fonctionnalités pour nos clients, mais de manière minimaliste, pour pas que ça fasse une usine à gaz après. Donc il faut vraiment réfléchir. Et donc j'énonce exactement le problème, la fonctionnalité qu'on veut développer, comment ça marche, à quoi ça doit ressembler. S'il y a des propositions qui vont pas, je lui fais des retours. Donc il faut vraiment prendre le temps, je pense, de clairement exprimer les problèmes qu'on veut pour qu'il y ait une délimitation claire dans ce qu'on attend et que l'IA puisse ensuite répondre de manière pertinente. Parce que si on s'attend à ce qu'elle lise dans ta tête, elle ne le fera pas. C'est comme, par exemple, tu prends un stagiaire, si tu lui expliques vite fait ce que tu attends de lui en 2 minutes, il va te faire un travail de merde. Alors que si tu lui donnes un PDF avec toutes les explications, ce qui est attendu de lui, les instructions, les étapes, le contexte, bah en fait, c'est comme un prompt. Tu lui donnes un bon prompt au stagiaire, il te fait un bon travail. C'est pareil avec l'IA. Et donc, je pense aujourd'hui, une des compétences les plus importantes pour un entrepreneur, c'est de savoir énoncer clairement un problème pour recevoir l'aide de l'IA et vraiment prendre ce moment pour réfléchir, structurer, avoir un framework aussi, ça fonctionne bien. Moi, par exemple, le framework que j'utilise, bah, c'est classique hein, pour faire un prompt. Tu commences par le rôle. Donc, tu es un expert en email marketing, par exemple. Ensuite, la mission. Ta mission est de me rédiger une séquence email de 6 jours avec une urgence à la fin pour vendre mon produit, machin.
Ensuite, le contexte, tu expliques, bah, mon produit, c'est ça, ça, ça. Ensuite, les étapes. Donc, étape 1, faire le premier email, voici ce qui doit être, ça va parler du problème. Deuxième email, ça va parler de la solution. Troisième problème, recontextualisation. Quatrième, par exemple, FAQ, lever les objections. Bref, le copywriting, tu expliques étape par étape. Et puis enfin, alors après, tu as les contraintes. Donc, chaque email doit faire moins de 300 mots, par exemple, écrit dans un style direct et précis. Donc ça, c'est les contraintes pour avoir une idée du format que tu veux. Et puis, le format de sortie. Donc, par exemple, donne juste la réponse sans commentaire, ne mets pas d'emoji, ou disons, à quoi doit ressembler la réponse. Donc ça, c'est le framework que j'utilise souvent. Mais bon, souvent aussi, on se prend beaucoup la tête. On peut faire des prompts minimalistes, ça marche très bien. Mais voilà, je suis parti dans une tirade, tout ça pour dire que exprimer clairement les problèmes qu'on a à l'IA, c'est vraiment une compétence essentielle. Si toi, tu as dit, si tu devais créer, par exemple, un guide de je sais pas, publicité Facebook, moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais par faire des recherches, trouver les bonnes ressources, les donner en ressources à l'IA. Et en fait, je ne sais pas, chercher les 3 vidéos, les 5 vidéos, les articles de blog, les livres sur le sujet. Hop, je donne tout ça en ressources à l'IA. Et après, je poserai des questions en lui donnant des instructions de la même manière que ce que tu as dit. Ouais, le contexte, c'est même plus important que les instructions. Souvent, on voit c'est sur LinkedIn des soi-disant experts IA. C'est un bien grand mot, hein, parce que l'IA, ça change tous les 4 matins. Je vois pas comment tu peux te prétendre expert IA. Mais les mecs, ils te vendent leur prompt magique, leur PDF. Ils vendent ça à des gens qui connaissent rien. Donc évidemment, ça marche. D'un point de vue marketing, c'est du génie. Mais ils te vendent des méga prompts qui, en fait, sont bourrés d'instructions contradictoires. Ça impressionne. Quand tu vois ça, tu te dis, oh, le mec, il a craqué le code de l'IA. Alors qu'en fait, tu aurais un meilleur résultat avec 10 fois moins de lignes. Mais vraiment, avec une instruction simple et minimaliste. Et ce qui compte surtout, ça va être le contexte que tu lui donnes. Par exemple, moi, quand je lui donne le contexte de mon flux de conscience sur le business, là, je peux avoir des réponses beaucoup plus qualitatives parce que l'IA comprend ce qui est attendu et peut me faire une réponse non pas générique, mais ultra personnalisée. C'est pareil, par exemple, dans notre SaaS Tiny Pages, notre plateforme pour les créateurs, on intègre de plus en plus l'IA. Et là, on a mis en place une fonctionnalité, c'est les notes de contexte. Tu peux, par exemple, créer une note où tu expliques qui tu es, mon parcours entrepreneurial, ma mission, pourquoi je fais ce que je fais, les gens que j'ai accompagnés. Et ça, tu peux le donner ensuite à l'IA pour qu'elle l'utilise. Elle saura tout. Pareil, quand tu as un produit, on te crée automatiquement pour ton produit une note de contexte qui détaille ce que c'est ton produit, à qui ça aide, la cible, le problème que ça résout, etc. Et comme ça, tu n'as pas besoin de tout réexpliquer à chaque fois, l'IA le sait. Et là, elle peut te faire d'excellents emails de vente, par exemple, ou d'excellentes pages pour vendre ton produit, parce qu'elle a déjà le contexte. Donc, je pense que le contexte est plus important que les consignes. Toi, c'est quoi ton top 3 des outils GPT ou les projets que tu as créés sur Claude qui ont eu le plus d'impact dans ton business ou qui te font gagner le plus de temps? J'ai un projet généraliste où il n'y a pas d'instruction en particulier. L'instruction, c'est moi qui la donne. Je préfère garder le contrôle sur les instructions. J'ai des raccourcis clavier iOS. Donc, je fais par exemple slash email et j'ai un prompt déjà fait pour m'écrire une newsletter. Tu as des choses comme ça. J'en ai plein, j'en ai des centaines. Et par contre, ouais, dans ce projet, j'ai juste donné le contexte donc sur mon parcours, sur mes réflexions, mon journal business, sur mon SaaS Tiny Pages. J'ai un document qui explique tout Tiny Pages. Donc là, c'est vraiment pour dès que j'ai envie d'une solution où j'ai pas envie de réexpliquer tout, l'IA me connaît déjà. Par contre, je trouve aussi des fois que c'est intéressant quand tu n'as pas envie que le contexte vienne polluer la réponse de l'IA, juste demander à l'IA depuis un chat tout neuf, sans contexte. Parce que des fois, sinon, par exemple, je veux des informations sur un sujet et j'ai absolument pas envie que l'IA vienne me faire des parallèles avec mon business, ça n'a rien à voir. Si je lui demande, par exemple, je lui demande des conseils sur du matos vidéo, j'ai pas envie qu'elle vienne me dire ah oui, tu pourrais faire ça parce que dans ton projet de business minimaliste, machin. Non, je veux du factuel, je m'en fous, ça n'a pas de rapport. Donc là, je trouve que c'est bien aussi de faire des chats sans contexte. Et c'est pour ça que je désactive la fonctionnalité mémoire. Parce que ça me casse les couilles, littéralement, où à chaque fois, l'IA va se sentir obligée de me ressortir des choses qui sont dans la mémoire, alors que ça n'a rien à voir avec ma demande. Tu vois. Donc voilà. Sinon, d'autres choses qui m'aident. Là, il y a quelque chose que je dois mettre en place. Justement, j'ai pris la Zoom ce matin pour avoir le compagnon IA,
Parce que là, encore les calls que je fais aujourd'hui, les appels clients, je dois toujours encore prendre des notes à la main. Donc ça, je trouve qu'à l'époque de l'IA, c'est une hérésie. Et j'avais pas encore pris le temps, si tu veux, de m'intéresser à ces outils-là. Mais oui, mais je sais. En fait, je le savais depuis des mois. Et donc là, bon, j'ai pris le Zoom avec le truc IA à la place du Google Meet. Comme ça, je pourrais avoir des belles transcriptions de mes appels. Ça, c'est vraiment incroyable. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais dire, je te recommande l'outil Fathom, Fathom, qui est un putain Ouais, d'outil de prise de notes que j'adore. ok. Ouais, bah, j'ai vu que tu en avais parlé dans une vidéo. Après, je t'avoue que je trouve quand même avantageux d'avoir l'outil de transcription IA intégré dans le même outil que tu fais les appels. Zoom, par exemple. Comme ça, t'as pas besoin de... Moi, j'aime pas multiplier les outils. Je suis minimaliste. Ça veut aussi dire que j'aime bien le tout en un. Tu vois, j'aime bien minimiser le nombre d'outils, le nombre d'abonnements, le nombre de comptes, de logins, de machin. C'est quand même plus pratique. Après, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils disponibles pour faire ça. Mais ouais, bon, en plus Zoom, comme ça, je paye un seul abonnement. J'ai aussi les vidéos, les trucs, les appels de groupe. Ça peut être intéressant aussi. Et sinon, en quoi j'utilise l'IA? Énormément pour le UX design de Tiny Pages. Donc, j'ai appris de zéro le design d'expérience utilisateur grâce à l'IA. Et je pense que je me démerde pas mal parce que je prends aussi beaucoup de plaisir là-dedans. C'est quelque chose que j'adore faire, de résoudre des problèmes pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dans notre plateforme Tiny Pages. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi parce qu'aujourd'hui, les clients sont ravis de l'expérience utilisateur qu'on leur propose. On a vraiment fait quelque chose de très simple qui permet de préserver sa clarté mentale au quotidien sans être ralenti par des labyrinthes de menus et d'options techniques, ce qui est quand même notre promesse de base, de faire un outil extrêmement simple qui permet d'avancer vite. Et donc maintenant, on rajoute de l'IA aussi, donc ça ouvre des possibilités incroyables. J'ai plein d'idées, beaucoup plus d'idées que ce que je peux implémenter de manière raisonnable, mais bon, ça prendra du temps, mais ça se développe très vite grâce à Jérôme qui est très focus et qui avance très vite, lui aussi grâce à l'IA. Tu vois, il utilise l'IA pour coder, donc vraiment aujourd'hui, c'est un truc de fou. Mais aussi, je recommanderais aux gens de prendre le temps pour les tâches récurrentes où ils ont besoin de l'IA, de se faire leur propre bibliothèque de prompts. Je pense que de plus en plus, les entrepreneurs qui cartonnent sont ceux qui ont leur propre système de prompts adapté à leurs besoins à eux. On peut prendre des prompts sur Internet, mais ensuite toujours les adapter à nos besoins, les tester, voir ce qui marche pas. Euh, voilà, donc moi aujourd'hui, je me fais de plus en plus de prompts et je pense aussi que je vais intégrer de plus en plus d'IA dans Tiny Pages et dans même les formations que je fais. Je donne des prompts en bonus pour que les gens puissent faire tout rapidement avec l'IA au lieu de se faire chier. Donc, tu vois, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus d'ailleurs. Une réalisation que j'ai eue récemment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont tellement déjà habitués à tout avoir instantané grâce à l'IA. Tu demandes à ChatGPT, il te pond la réponse à ton problème en une fraction de seconde. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les gens ont toujours envie de payer pour des formations théoriques où on t'apprend à faire un truc. Je pense qu'aujourd'hui les gens seront beaucoup plus prêts à payer pour, bon, dit grossièrement, un prompt. Tu vois, je t'ai déjà fait le prompt et tu as juste à le copier-coller et tu as le résultat. Bon, après, évidemment, il y aurait des vidéos explicatives, voilà, pour quand même emballer le truc, plus que bah, je te file un vieux PDF avec un prompt à copier-coller. Mais déjà, je trouve que la valeur est là-dedans. Toi, en tant que formateur, tu as pris le temps de cadrer exactement le problème, de mettre des règles, parce que toi, tu sais comment il faut que l'IA réponde. Et donc, tu as ce prompt qui est du bon sens cristallisé. Et ce bon sens cristallisé, c'est ça la valeur que tu vas vendre. Cristallisé donc dans un prompt. Et puis ensuite, tu expliques aux gens, ben voilà, vous mettez votre contexte. Et vous avez par exemple, un que je vais faire bientôt, c'est créer des scripts de shorts virales. Parce que moi, je connais parfaitement ce sujet-là. J'ai fait 150 millions de vues avec les shorts. Donc je peux te créer un banger de prompt avec mes règles à moi, pas un truc qui part dans tous les sens à rallonge juste pour impressionner, mais quelque chose de assez simple, mais avec vraiment les bonnes règles. Et à partir de ça, tu donnes juste ton contexte, tu balances ton idée, et ça te pond un script short, tu as juste à le lire. Et là, il y a énormément de valeur là-dedans, tu te doutes bien. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je pense comme ça, les gens préféraient largement acheter le prompt plutôt qu'acheter la formation qui t'explique toute la théorie chiante. Et toi, ce que tu veux, c'est le résultat. Les gens, les humains, ont toujours voulu le résultat rapide et facile, et instantané.
Ça, c'est tous les gourous vendeurs de rêves ont surfé là-dessus sur ces 10 dernières années à te promettre que tu allais devenir riche en 30 jours sans bouger le cul du canapé. Bon, euh, aujourd'hui avec l'IA, ça paraît moins déconnant. Parce que vraiment, littéralement, tu colles le prompt, tu mets ton contexte et tu as le truc instantané. Donc la pilule magique qu'on te disait pendant des années que c'était du mytho, qu'il faut travailler, que machin, bah maintenant, en vrai, tu peux la faire là, avec l'IA, la pilule magique. Et tu peux la vendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, chacun a une manière d'apprendre qui est différente ouais, chacun a une manière différente d'apprendre. Et moi, par exemple, j'adore lire des gros manuels compliqués, difficiles, parce que j'ai l'impression de challenger mon esprit, un peu comme si j'allais à la salle de sport et que j'étais en train de pousser de la fonte avec mon cerveau, tu vois. Mais, et du coup, la première version de mon programme, quand je l'ai créé, j'étais parti de ce postulat que moi, je vais faire ce que j'aime faire pour moi, pour les gens. Donc, par exemple, je vais créer un programme qui dure ou 2 heures, qui est ultra dans les détails pour que chacun comprenne exactement tous les tenants et les aboutissants de comment fonctionne un truc. Et en fait, je me suis rendu compte, comme tu l'as dit, pour rejoindre ce que tu étais en train d'expliquer, que les gens, en fait, ils veulent juste, en fait, c'est logique, mais ils veulent juste la petite pilule magique, ils veulent pas comprendre, ils veulent vraiment le truc minimum, le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats, ils veulent pas forcément avoir toute le grand panorama et tout comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai totalement revu ma manière de faire mon programme. En fait, c'est que des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes où tout est, on va dire, pré-mâché comme un enfant. Limite, tu lui prépares sa purée, tu lui donnes dans sa bouche. Comme ça, en fait, il a même pas besoin de penser. Il prend son cerveau, il le met en pause, il le pose sur le Ouais. bureau. Et du coup, ouais, je suis totalement d'accord, en fait. J'avais cette vision de me dire, bah voilà, moi, j'aime les trucs compliqués et longs et difficiles. Et du coup, j'ai envie de donner ce que moi j'aime pour attirer des gens qui sont, on va dire, un peu plus, je sais pas, sophistiqués. Et finalement, en fait, ce que les gens veulent à la fin, c'est juste d'avoir le résultat. Et donc, je m'aligne avec les besoins du marché. Et du coup, juste pré-mâcher le travail pour les gens pour qu'ils aient juste à avaler la pilule et Ouais. avoir des résultats. Mais en tout cas, je perçois déjà des signaux faibles venant du marché américain, des formateurs qui vendent maintenant plus des formations, mais ils vendent des agents IA, quoi. Oui, ils les vendent même avec un abonnement au mois pour te faire tes mails avec leurs règles à eux. Alors après, je pense que c'est un peu de la branlette dans le sens où, bon, ce que tu achètes, c'est plutôt la méthodologie du gars cristallisée. Mais tu peux obtenir les mêmes résultats en t'y penchant toi-même. Bon, et après, le truc, c'est qu'il faut comprendre. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de comprendre. Par exemple, t'es coach sportif, t'as pas envie de te faire chier à apprendre les principes premiers du marketing pour te faire un méga prompt. Ça peut avoir de la valeur d'acheter la méthode de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans et toi, tu as juste à faire un vocal pour expliquer ton idée et ça te pond du contenu marketing d'extrêmement haute qualité. Là, oui. Mais ouais, je pense en tout cas que le marché va se diriger vers ça. Et c'est intéressant pour en reparler dans un autre épisode. Là, ça fait quand même bientôt 2 heures qu'on parle. Avant de te laisser, Tony, je vais te balancer la mitraillette de questions qui est... en gros, le concept de la mitraillette de questions, c'est une série de questions, petites questions. Tu as 1 minute pour répondre à chaque. Tu as le droit de réfléchir un peu avant, je ferai une coupure si tu veux, mais tu n'as que 1 minute pour répondre. Et généralement, ça va, c'est rapide. Ok? Ok. Bah, prépare-toi, j'ouvre le Notion où j'ai noté les questions. Ouh, ça, je suis prêt. Je suis relaxé. Je Alors, suis détendu. es-tu prêt pour la mitraillette? Je suis prêt. Je ne sais pas si je vais survivre, mais je ferai de mon mieux. Tony, quel est ton livre préféré? Je vais dire Atomic Habits Le de James fameux Clear. livre sur les habitudes. En vrai, c'est très très difficile pour moi d'en donner un seul, mais vu que ce livre-là a changé ma vie et que en fait il peut changer la vie de n'importe qui, je pense que c'est un classique, mais qui a fait ses preuves et qui devrait être lu et relu par beaucoup de gens. Tony, quel est ton film préféré? Si tant est que tu en aies un, tu peux dire j'en ai pas. Je dirais Avatar 1. Je peux donner l'explication de pourquoi si tu veux. Vas-y, pourquoi Avatar 1? Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, ton film préféré, c'est en fait l'histoire du personnage, c'est la même histoire que toi-même tu as vécu, mais d'une manière différente. Et du coup, si tu t'identifies à un film, c'est qu'en fait, l'histoire de la personne, tu t'identifies à elle. Et quand je regarde l'histoire d'Avatar, en fait, le personnage, c'est Jack Sully, et il est parti dans un monde, on va dire, un peu mystérieux, qui était, on va dire, un peu sauvage, il savait pas trop à quoi s'attendre. Donc c'est un petit peu comme moi quand je suis parti de France, que j'avais, on va dire, mes amis êtres humains
qui disaient non, on n'y va pas, c'est dangereux, tu vas t'aventurer avec des entrepreneurs, je sais pas, tu pars loin, etc. Et au final, dans le film, il se rend compte qu'en fait, il préfère vivre avec les navis et qu'en fait, les êtres humains, c'est des connards, enfin, qui veulent détruire la forêt, etc. Et en fait, il change un peu de camp et il se rend compte qu'il préfère vivre là et qu'il est plus heureux. Et moi, je m'identifie totalement dans cette histoire. Donc, c'est pour ça, en fait, dans un premier temps, je n'avais pas pris conscience de ça, mais en y réfléchissant, tu te rendras compte que ton film préféré, ça représente un peu ta vie. Quel est le podcast ou la chaîne YouTube que tu consommes le plus en ce moment? J'écoute pas trop de podcasts en ce moment. Je suis surtout à écouter des livres audio. Le livre audio que j'ai adoré récemment, c'est Le Comte de Monte Cristo. Alors, je suis un peu sorti du cadre, mais je trouve que le livre est absolument exceptionnel. Et avant, je lisais que de la non-fiction. Et maintenant, en fait, je trouve que lire de la fiction, de temps en temps, c'est vraiment... ça coupe un peu du travail et ça permet de vraiment se détendre et de se changer les idées. Quelle est la citation qui t'a le plus marqué? C'est une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que la perfection, elle est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Tony, quelles sont tes 3 villes préférées dans le monde? Chiang Mai et Rennes. Rennes, c'est ma ville d'origine. J'aime cette ville. J'ai de la famille et des amis que j'adore là-bas. J'ai adoré Porto cet été, au Portugal. Je trouvais que c'est une très, très belle ville. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville-là. Est-ce que tu as une app ou un objet coup de cœur dont tu ne peux plus te passer? Ça peut être un gadget, une appli, un SaaS. Je vais faire simple. Je vais dire School. School, c'est l'outil que j'utilise tout le temps pour délivrer pour mes clients ou pour pour tous les points, que ce soit pour attirer des prospects dans ma communauté, que ce soit pour délivrer pour mes clients ou que ce soit pour apprendre de nouvelles choses grâce à toute l'étendue de communauté qu'il y a dans cette plateforme. C'est vraiment là où je passe énormément de temps, c'est sur School. À quelle heure te couches-tu et te lèves-tu? Alors, j'essaye de me coucher de plus en plus tôt, mais mon cerveau refuse. En général, je me couche vers minuit et je me réveille tous les jours comme une horloge à 8 heures parce que j'ai un réveil pour me réveiller. Hier soir, j'ai essayé de me coucher plus tôt. Je me suis couché à 20h30. Je me suis quand même endormi à minuit. Donc, tu vois, ça ne change rien. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quel a été le meilleur investissement de ta vie? Le premier truc auquel je pense, ce sont mes AirPods. Mes AirPods, je ne sais pas si c'est le meilleur investissement de ma vie, mais c'est le premier truc auquel je pense parce que c'est pas cher pour ce que c'est. Et quand tu as un iPhone ou un MacBook, c'est juste que ça se connecte super bien. Je l'utilise tout le temps, tous les jours, plusieurs heures par jour, au moins 3, 4 ou 5 heures par jour. Donc, les AirPods, de loin. Ok. Y a-t-il une croyance populaire que toi, tu trouves bullshit? La croyance que j'ai, c'est de penser qu'il faut avoir une énorme audience pour pouvoir se lancer, en fait. C'est celle que j'ai cru quand j'ai démarré. Et c'est celle que maintenant, avec du recul, j'aurais aimé savoir avec 5 années de business dans les pattes et du recul. C'est vraiment le truc que j'ai complètement changé mon point de vue là-dessus. Toi aussi, d'ailleurs, je sais. Et du coup, c'est vraiment le... Attends, c'est dangereux parce qu'en fait, le risque pour les gens, c'est qu'ils passent 6 mois à créer du contenu, qu'ils ne vont pas générer de revenus et qu'ils vont abandonner avant même de se lancer. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience et il n'y a même pas besoin d'avoir une audience tout court pour pouvoir se lancer. On peut très bien trouver ses premiers clients avec 0 abonné. Tony, qu'est-ce que ton entourage trouve souvent bizarre chez toi? Oula, ouais, beaucoup de choses. Une seule. Que j'adore mon travail, que j'adore ce que je fais. En fait, Les gens trouvent ça bizarre. Je parle de mon entourage, genre tu vois, ma famille, mes proches, ils trouvent ça bizarre dans le sens où, en fait, les gens, dans la société, le travail, c'est, je crois que l'étymologie du mot travail, ça veut dire, c'est un objet de torture. Et ouais, tape étymologie de travail, tu verras, ça veut dire torture ou en tout cas, c'était un objet de torture. Je crois que c'est en latin ou, enfin, je vais pas dire de bêtises, à vérifier. Demandez à ChatGPT si vous regardez cet épisode. Je lui demande là. Je lui demande. Le mot travail vient du latin tripalium. Tripalium désignait à l'origine un instrument à 3 pieux, utilisé pour immobiliser des animaux, soit comme instrument de torture. What? Ah, j'étais pas au courant. Ouais, mais le travail,
pour beaucoup de gens, c'est un truc de torture. C'est genre, bon, vivement le week-end, comme ça, je serais libéré et je pourrais aller vaquer à mes occupations. Et moi, pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, des fois, genre, si je fais pas mon travail, en fait, c'est vraiment ma passion. Je veux dire, c'est limite, mais c'est ma vie. C'est genre, c'est ce qui m'intéresse de faire, en fait. Et si je bosse pas, en fait, je me fais chier. Et du coup, ça serait donc c'est ce que les gens pensent, c'est de dire, mais pourquoi tu travailles autant? Parce qu'en fait, je suis passionné par ce que je fais. Et que si je bosse pas, je me fais chier. Et je suis bien d'accord. Tony, de quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? Oh là là, je sais pas moi, j'hésite entre l'héroïne et la crocodile. Le schéma, le stress, je pense que ça, du coup, ça joue sur mon sommeil et du coup, le fait d'être quelqu'un qui soit un peu anxieux dans ma vie, malgré toutes les techniques de relaxation que je fais, la méditation, les respirations, tout ce que tu peux imaginer, que j'ai déjà testé, je pense que c'est vraiment le truc de sabotage qui me bloque le plus. Et du coup, ça joue sur mon sommeil. Et quand tu es fatigué, du coup, tu n'es pas au top de ta forme. Donc, c'est vraiment le truc sur lequel je travaille depuis des années. Quelle est l'habitude dont tu ne te séparerais pour rien au monde? Enfin, il y en a plein bon, encore une fois, tu m'as demandé une seule chose, mais le sport, ça joue sur tellement de choses. Et honnêtement, c'est pas que j'aime le sport. En plus, c'est ça qui est complètement fou. C'est pas que j'aime faire du sport, c'est que je vois tellement de bénéfices à le faire. Justement, sur ton bonheur, sur ta santé, sur ton énergie, sur ta créativité, en fait, c'est un tout petit truc que tu fais dans ta vie qui change toutes les cartes de ta vie et qui a juste un impact énorme. Donc, tous les jours, je fais du sport, même si c'est que 30 minutes, mais c'est vraiment l'habitude que j'ai pas fait en plus. Je suis pas quelqu'un de sportif à la base, mais j'ai totalement changé mon identité pour devenir un sportif parce que de mes 15 à mes 25 ans, j'ai rien branlé, quoi. Très bien. Quelle a été ta meilleure décision sur ces 12 derniers mois? Je vais dire de choisir ma copine. Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, les 3 décisions les plus importantes de ta vie, c'est où tu habites, avec qui tu vas te mettre et qu'est-ce que tu vas faire comme travail. Et si tu choisis bien la personne, ton conjoint, ça peut totalement changer ta vie. Et du coup, c'est pas un hasard, c'est pas arrivé comme ça par magie, ça m'est tombé dessus. J'ai vraiment choisi à qui je voulais être. Et je pense que c'est une des... l'avenir me le dira, mais je pense que ça peut être une des meilleures décisions de ma vie. Très bien. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans? Si je devais donner un conseil à mon moi de 20 ans, je ne sais pas s'il m'aurait écouté, mais en fait, je lui aurais dit lance ton business le plus rapidement possible. Parce que j'ai lancé mon business quand j'avais 26 ans, c'est ça, 25-26 ans. Et en fait, plus tu commences tôt, plus ça aura un impact dans ta vie et plus rapidement tu commences, plus rapidement ça va fonctionner. Il m'aurait sans doute pas écouté à l'époque parce que il buvait des bières et il fumait des ouinges. Mais si j'avais pu le prendre et le forcer à m'écouter, je lui aurais dit, mais mec, je sais pas, lance ton business et arrête les conneries. Au lieu d'être, on va dire, obsession, parce que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel sur ce que je fais. Donc, au lieu d'être obsessionnel sur, je sais pas, fumer des ouinges ou de jouer de la guitare, transfère cette énergie-là et comme une boule d'énergie, un peu comme dans Dragon Ball Z, et concentre-la sur les trucs les plus importants qui vont avoir de l'impact sur ta vie. Et c'est juste qu'à l'époque, j'étais pas au courant de ces choses-là. Et du coup, avec du recul, si j'avais pu faire quelque chose, j'aurais dit lance ton business plus tôt. Très bien. Plante-toi bien, mon gars, surtout. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien? En ce moment, je relis le livre L'Almanach de Naval. Et il y a la moitié du livre, c'est sur comment développer des richesses, et l'autre partie du livre, c'est sur le bonheur. Et je me retrouve dans ce qu'il dit, c'est d'être dans l'instant présent, en fait. D'être dans l'instant présent, c'est ce qui fait mon bonheur. Et du coup, de passer du temps à méditer, de ne pas se soucier du passé, ne pas se soucier du futur. Et en fait, si tu es vraiment dans l'instant présent, tu ne peux pas être malheureux. Sauf si tu es blessé, que tu as la jambe cassée et que tu es en train de souffrir. Mais si tu es vraiment dans l'instant présent, en fait, tu peux même visualiser l'énergie autour de toi. Je sais que ça peut sembler un peu ésotérique, mais c'est des concepts qui sont partagés dans le livre comment s'appelle, L'art du moment présent
le pouvoir du moment Le présent. pouvoir du moment présent. Et donc, si tu es vraiment dans l'instant présent, bah, tu peux pas souffrir parce que tu n'es pas en train de penser au futur et tu n'es pas en train de penser au passé. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je dis pas que j'arrive à le faire à chaque fois. Mais si tu veux être heureux, vis dans l'instant présent. Très bien. Tony, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel lien tu veux qu'on mette dans la description? Donc, si je devais donner un endroit, je dirais principalement sur la chaîne YouTube Tony Rouget. Là, vous aurez toutes les capsules de valeur où là, j'apporte énormément de valeur. Si vous voulez retrouver les épisodes de podcast avec Emilio qu'on a tourné, on a fait plusieurs épisodes qui sont vraiment super cool. Vous pouvez vous rendre sur le podcast Le Tunnel qui se trouve sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, un peu partout. Et si vous voulez vraiment avoir un maximum de valeur, bah, vous pouvez vous rendre dans le groupe School où on vous donne un max d'aide et vraiment pour vous aider à avoir vos premiers résultats. Et notre objectif, simplement, c'est de vous apporter tellement de valeur que vous ayez déjà des premiers résultats pour que vous ayez ensuite envie de travailler avec nous parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ce qu'on propose, c'est absolument incroyable. Et puis, bah, simplement, si vous êtes déjà prêt et que vous pensez que c'est le bon moment, vous pouvez simplement prendre un appel avec nous, voir si vous êtes qualifié, voir si on peut vous aider. Et puis, bah, si vous êtes un coach ou un formateur et que vous voulez générer entre 5 et 15 cas par mois, prenez simplement un appel avec nous et puis on verra si on peut vous aider. Et voilà. Dans tous les cas, vous partirez avec des bons conseils. Donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas d'aller regarder Tiny Pages. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit SaaS qui est vraiment absolument incroyable où les deux fondateurs apportent énormément de valeur. Moi, je les côtoie au quotidien. Je vois bien comment ils se donnent à fond, comment ils se décarcassent pour vraiment créer le meilleur produit du marché. Prenez un essai gratuit et puis vous verrez bien la valeur qu'ils vous délivrent. Bon, on a même plus besoin de faire notre promo. Tu l'as fait pour nous. Bon, ben ça marche. Je mettrai tes liens dans la description. Et puis voilà, c'était chouette. Merci d'avoir été là et on se retrouve l'audience pour un prochain épisode de podcast. Alors, juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.